Bonus. Trax. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la Radio Campus Académie, votre émission de discussion autour du jeu de rôle. C'est le troisième numéro de ce format à la cool en live sur YouTube et sur Twitch avec du son qui fonctionne. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche. Et vous trouverez l'émission le lundi prochain en podcast, une version montée où il n'y aura pas ce faux départ, bien sûr. Je suis Riley et autour de la table avec moi, il y a, comme d'habitude, Neural Noise. Salut Neural. Coucou, je fais au plus vite maintenant. Tu fais au plus vite. Et on est également rejoint pour ce troisième épisode, pour la première fois, par Jordi, l'un des pères fondateurs, j'ai envie de dire, l'un des doyens de la JDR Academy, au même titre que Valkan. Comment ça va, Jordi ? Eh bien, ça va, merci. Effectivement, on me répète souvent que je suis un des doyens. On pointe du doigt mon grand âge. Mais je suis quand même très content de participer pour la première fois à cette Radio Campus. Et bonsoir tout le monde, bonsoir le chat. Sur le chat. Et également, pour la première fois, on est avec un invité et c'est Gulix. Salut Gulix. Salut tout le monde. Gulix, on l'a déjà dit, mais on va le redire. On dit invité, mais en fait, t'es membre de la JDR Academy, puisque là, il paraît que tu prépares une campagne, même de public access sur la JDR Academy. C'est une rumeur, mais. Ouais. Oh, non, ça devient plus qu'une rumeur. Ah oui, ça commence. Après, je pense qu'on m'a invité un jour à venir, j'ai mis mes pantoufles et je me suis bien senti. Donc, je vais essayer de rester. Je suis comme ça. Et merci d'être venu. On dit sur ma caméra pour pas voir les chaînes autour des jambes de Gulix. Oui, c'est ça, c'est le cadrage. Tout est dans le cadrage. On dit également bonjour au chat qui nous écoute, enfin, qui nous entend, qui nous suit en live ce soir. Salut le chat, il y a du monde déjà, il y a plein de monde. Des habitués, Flynn, Jenny, Elival, Spider-Gros. Salut sur Twitch. Gulix, pour une fois, qui n'est pas dans le chat, qui est en direct. Exactement. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire en plus oui, pour rappel, c'est un format que nous voulons mensuel. Donc, tous les derniers mercredis du mois, vous nous retrouverez avec les membres de la JDR Academy pour cette émission. Et nous aurons aussi d'autres invités. Figurez-vous, ça se bouscule au portillon maintenant. C'est dingue. On les repousse à coup de pelle. The Place to Be, effectivement. Donc, au sommaire de cette émission qui va sûrement durer quelques heures, on va commencer par l'actualité de la JDR Academy. Donc, c'est l'occasion de faire le point sur ce qui s'est passé, qui arrive bientôt sur la JDR Academy. C'est notre rubrique publicité, c'est notre escroquerie à ce qui justifie de l'existence de cette émission, tout simplement. On enchaînera avec le gros morceau de l'émission, c'est la Blabla Academy, notre rubrique débat. Et ce soir, il va y avoir du débat autour des scénarios et des jeux de rôle émergents. Donc, on a un spécialiste avec Gulix, évidemment, et quelqu'un qui déteste avec Jordi, donc c'est parfait. Ça va être génial. Tu détestes, on est d'accord. Ah, je supporte pas. Je pense que ce n'est pas du jeu de rôle, on va probablement le dire. Et il a dit des trucs bien plus vulgaires en off avant l'émission, et on ne dira pas, on ne va pas les répéter. C'est faux. Et ensuite, le deuxième sujet, ce sera aussi autour de ce que tu fais, Gulix, de ton activité de traducteur et d'auteur de jeux de rôle. Donc, on aura des questions, tu pourras nous dévoiler les coulisses, nous raconter des anecdotes ou ce que tu veux, je ne sais pas. Et d'ailleurs, tes recettes secrètes, puisque Neural et moi, on écrit des parties de jeux, des scénarios de jeux de rôle, même toi aussi, Jordi. Donc, ça vaut le coup d'avoir tes conseils de vieux sages. Exactement. À l'académie, il y a des vieux sages. C'est cool. Bah oui. Et enfin, j'enchaîne avec la rubrique TDCD, la rubrique de nos recommandations culturelles du moment qui sont plus ou moins liées au jeu de rôle. Et enfin, les remerciements avec la Bisou Académie. Bon, ça, c'est ma rubrique préférée où on fait des bisous. Et ce soir, il y a une petite surprise, il y a un cadeau, c'est que Gulix nous offre un jeu, tout simplement. Il fait un giveaway, donc restez jusqu'à la fin, parce qu'il y aura un tirage au sort pour gagner, on peut le dire, c'est public access. Donc un excellent jeu de Jason Cordova et que tu as traduit en français. Ouais, incroyable jeu. Voilà, j'ai fait le sommaire. Le chat est en feu, bien sûr. Mairie, Calu et du monde. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, messieurs? Ou est-ce que vous êtes prêts? Prêt. Est-ce qu'on va devoir faire encore un générique à la bouche? Il y aura des jingles, il y a des jingles au montage, et écoutez la version podcast. Mais ici, en direct, il y a des jingles à la bouche, effectivement. Et c'est parti tout de suite pour la rubrique Actu. Enquête sur une autre passion, celle des jeux de rôle. Nés aux États-Unis il y a une douzaine d'années, ces jeux font fureur un peu partout et au point que certains parlent de phénomènes de société. C'est la rubrique actualité de la JDR Academy, donc on va prendre quelques minutes pour vous rappeler les sorties. Dernièrement, on a sorti 2 épisodes de Aria. Aria, c'est un jeu de rôle que vous connaissez sûrement, écrit par Fibre Tigre. Et c'est Foulk, un des membres de la JDR Academy, qui a proposé 2 scénarios, mais inédits, qui sont inspirés de l'univers d'Aria, mais c'est pas dans les bouquins de Aria. Et c'est une histoire en 2 parties, un peu à 2 moments différents.
qui se passe dans une auberge sanglante. Hein, c'est un peu inspirant. Le relais de Bappuie, exactement. Donc c'est plutôt cool. Il y a une partie avec juste Gros en Spider Gros en joueur, donc c'est un tête à tête. Et puis la deuxième, il y a 3 joueurs, donc c'est un peu plus classique, mais c'est tout aussi cool. Si c'est pas écouté, je vais vous bannir du chat. Donc dites-moi si vous l'avez pas écouté, je vous bannis. Personne ne répond, bien sûr. Parfait. C'est excellent. Et je crois que c'est tout. On n'a rien sorti depuis la dernière fois. On s'est tourné les pouces un peu. Ouais, le mois de février un peu relâche. On n'avait pas sorti un Force de Drama, non? C'était la dernière fois déjà. Allez, c'est terrible. On se relâche. C'est le printemps. Mais c'est parce qu'on se prépare, on s'organise, c'est pour ça. Exactement. On s'organise en coulisses. On ne vous dévoile pas tout, mais il y a une nouvelle organisation, des nouveaux esclaves, des nouveaux sbires. C'est parfait pour que l'usine tourne à plein tube. Donc il y a des nouveaux épisodes qui se préparent. Notamment, vous avez peut-être vous des projets, les gars. Vous voulez pas le dire? Tu fais du montage aujourd'hui en ce moment? Qu'est-ce que tu fais? Je fais un peu de montage, oui. J'ai quelques trucs. J'ai commencé tout juste à monter la deuxième campagne de Libreté qu'on a fait, de Billet d'acier. C'est ce contexte, c'est Libreté, mais dans un contexte où on joue des adolescents pilotes de mecha. Ça change quand même beaucoup du Libreté de base, hein, c'est clair. Il y a toujours la pluie et tout ça? Il y a toujours la pluie, parce qu'il y a toujours les sirènes, et que les sirènes, elles viennent de l'eau. Et donc, on a fini une petite campagne de 8-9 épisodes. Tu m'as dit? Non, plus que ça, oui. 10-11, ouais, je crois. Hein. 12 d'épisodes. Et donc, voilà, on va espérer proposer ça à l'écoute un de ces jours, une de ces années. Et campagne à laquelle tu as participé, Gulix, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, j'ai eu le plaisir de défendre Carcassonne aux commandes d'un mecha. Et c'était vraiment chouette. Super groupe, et on a bien exploré nos personnages, on a eu des super moments, et on a même profité des fois de l'absence de certains d'entre nous pour faire des petits épisodes un peu spéciaux, donc c'était chouette. C'est vrai. Toi, tu connaissais le jeu avant? Enfin, tu avais déjà joué au jeu, Gulix? Non, j'ai lu le jeu, que ce soit Libreté ou le Billet d'acier, et vraiment chouette. J'aime beaucoup le système, ce qu'il amène. J'ai joué à un dérivé avec l'Apocalypse. Ah oui. De mémoire. Ah, sur Apocalypse, il y a ça? Il y a la build nord? Ouais, on joue des monstres qui renferment presque l'Apocalypse en eux, et on emmagasine de la colère de la même façon, et que quand ça craque, ça craque. Donc, pas des ados qui craquent, on joue Hellboy. Pas mal. Ça rend pas la même chose, sans doute. Et toi, Noral, tu prépares des petites choses aussi? Oui, toujours sur le montage. Comme d'hab, oui, en train de préparer la Fist. J'ai pas trop mal avancé, là. J'ai fait un bon coup de fouet là-dessus. Je dirais qu'on en est à 70% de l'épisode 1. Il y a bien sûr le deuxième à faire. Et la suite des propositions qu'il va y avoir, ça va être de continuer, poursuivre Unknown Armies, bien sûr. En live, un lundi sur deux. Un lundi sur deux, on essaie de le tenir. C'est pas toujours facile, mais ouais, on essaie de tenir ce cap-là. Et quand c'est pas le No Armies qui se prépare, c'est en coulisses. Là, je suis en train de pas mal bosser pour Arkham Toulouse, justement. Donc j'en parle déjà depuis quelques temps. De No Armies, peut-être. C'est une éventualité. Si on termine un jour, c'est prévu. On va essayer de pas précipiter la chose, mais c'est prévu là. On en parle en backstage. Ça va avancer dans le bon sens. Artoon, c'est prévu peut-être, oui, en live, très certainement plus les campagnes, parce qu'il y a énormément de one-shot. On a aussi évoqué des envies de Frontier Scum, qui sont un peu partagées par tout le monde, mais oui. Artoon, ça reste mon gros projet. Là, j'ai préparé une frise chronologique. Ouais, je suis allé voir, c'est pas mal. Hein. Ouais. Faut pas partager le lien. C'est toi qui as tout fait le truc là? Enfin, t'as pris un template, j'imagine. Là, il y a un template, effectivement. Je mets le lien dans le chat, et ça permet de revoir un petit peu tout, les différents scénarios, où est-ce qu'ils sont. Ouais. C'est ça. Tu veux les faire jouer du coup dans l'ordre chronologique? Alors dans l'ordre chronologique, pas forcément, mais l'idée c'est que quand quelqu'un tombera sur les AP, il puisse un peu suivre lui de son côté ce qui a déjà été joué dans l'ordre chrono, quoi. Parce que la première chose dispo, c'est une campagne, quoi. Donc si je veux que ça avance, ça risque d'être un peu compliqué de commencer juste par une campagne directe. Pas impossible, mais bon, on peut tenter. Mais il y a aussi d'autres trucs derrière. Il y a des soucis de VTT, donc je suis en train d'essayer de reprendre en main Foundry. Mais très hâte de faire découvrir ça à tout le monde. Parfait. Et donc, on le disait tout à l'heure, mais il y a du public access qui se prépare avec toi, Gulix,
qui se lance Ouais. la semaine prochaine, je crois. La semaine prochaine, on se lance une campagne donc avec la variante Rasputin, qui permet des campagnes plus resserrées et il risque d'être une variante plus que variante dans le jeu final, puisque c'est pas sans doute la version Ah oui, c'est une version améliorée entre guillemets. retravaillée par rapport aux expériences que Jason Cordova, l'auteur, a eu sur Bien sûr. sur d'autres jeux, en construisant d'autres jeux. C'est des jeux évolutifs, hein. Le système de départ, il l'enrichit, il revient sur les jeux plus tard parce que il a trouvé des nouvelles techniques, des nouvelles façons rapides, et ça se part. Et voilà, Ok. je filme tout ça sur la communauté de The Gauntlet. C'est super intéressant d'un point de vue game design. Ouais. Ça c'est en meneur, et puis là je vais faire une mini campagne de ultra violence 3D. Ah oui, c'est RTD. vous allez faire ça aujourd'hui aussi, ouais. Ouais, on a lancé On a ça déjà dès sorti cette trilogie. Oui, on avait déjà sorti un LP sur Ultima. Ouais, c'était Alexis, Artemis qui avait sorti ça. Et donc là, l'idée c'était de faire une trilogie, de garder un trio d'acteurs d'action et de faire une trilogie sur des films complètement différents. Et le premier, ce serait un tournoi de Kung Fu, donc, du Kung Fu mais avec des flingues. Bah oui. Equilibrium. En fait, les joueurs jouent les acteurs des films et pas les personnages des films, c'est ça la différence. Oui, enfin, tu te joues un peu toi-même ou tu joues un personnage, enfin un acteur, voilà, de film, parce que les personnages, on s'en fout en fait, on joue les acteurs qui jouent leur film, ouais, c'est ça. Okay. Et, donc avec de l'action et encore de l'action, c'est le principe. Cool. Ça marche. Et je lance une petite campagne Shadowrun aussi. Ah oui, tu es sur tous les fronts donc aujourd'hui. Oui, après d'autres projets dont je parle pas, mais oui, d'accord. On prépare plein de choses, des petites campagnes un peu partout. Ouais. Dispute. Des projets secrets en commun, on parle pas tout de suite, Riley. C'est ça, non, on n'en parle pas tout de suite. Il y a des milliers de montages qui nous attendent aussi, mais ça, on n'en parle pas. On va pas le dire tous les mois qu'il y a des centaines de montages qui attendent. On va passer là-dessus. Très bien. Et on a fait le tour pour l'actualité, les projets. On est dans le timing en plus de l'émission, c'est parfait. Je vous propose de faire un jingle à la bouche pour lancer la prochaine rubrique qui est Blabla Academy. Donc, gros morceau. C'est parti. Jingle à la bouche. Blablabla. Donc, comme vous le savez, à chaque émission de Radio Campus Academy, on fait des sujets de débat. Alors, en général, on est un peu tous d'accord. Ce sera peut-être un peu différent ce soir. Et ça fait plaisir. Oh, la pression de ouf. Est-ce qu'on sera 3 contre 1? C'est possible, vous allez voir. On va donc commencer d'abord par parler donc j'ai écrit des scénarios émergents, une nouvelle façon de jouer. C'est un peu une punchline, mais c'est aussi des jeux. La magie. Alors, du jeu de rôle. Est-ce du jeu de rôle? Ça, on va drôle encore. Les gens qui ne sont pas d'accord. Avec Gulix, donc toi qui a traduit des jeux comme ça, qui a écrit aussi, t'as écrit en tout cas des mystères pour ces jeux-là. C'est quoi un scénario émergent, un jeu de rôle émergent avec une notion d'émergence? Ouais, l'émergence pour moi c'est quand tout n'est pas écrit dans le jeu et que beaucoup de choses se créent à table. Alors en fait c'est quasiment 100% des jeux de rôle, hein. Là, on va pas se mentir, l'émergence fait partie du loisir jeu de rôle. Oui. Sinon on est plus sur de la lecture de livres dont vous êtes le héros, ce genre de choses. L'émergence c'est quand quelque chose va sortir de la table, va se créer de la table et va devenir la réalité fictionnelle dans notre univers. Maintenant il y a des jeux qui mettent le potard beaucoup plus haut que d'autres. Et moi, ça m'a vraiment marqué au début quand j'ai fait du jeu de rôle sans meneur, avec des jeux comme Fiasco, avec notamment, et puis moi la grosse révélation, où à partir de juste quelques tables aléatoires, un cadre de jeu qui fait 2-3 lignes, et bim, on se lance dans une histoire et pendant 2-3 heures, on vit une histoire et on crée quelque chose. Ça fait partie du temps. J'ai traduit Brindlewood Bay il y a quelques années parce que je l'ai lu et que j'ai juste adoré le pitch et le game design. Brindlewood Bay, là où ça a été entre guillemets une révolution, c'est que c'est un jeu d'enquête. Il y a quelqu'un qui meurt, défini par les mystères. Et il y a plein de suspects, il y a des lieux à visiter. On va jouer des enquêtrices. Sauf que on ne sait pas qui est l'assassin. Le meneur de jeu ne sait pas qui est l'assassin.
Les joueurs au début ne peuvent pas savoir qui est l'assassin. Le jeu ne sait pas qui est l'assassin. Tout va se décider par les joueurs à un moment donné. Et c'est pas le meneur de jeu qui va dire oui ou non, c'est le système qui va nous dire oui ou non l'assassin. On va récolter des indices et tous ces indices, on va en fait créer la solution lors de la partie. Théoriser, en fait. C'est le nom On va théoriser, c'est le nom de la manœuvre qu'on va du move. On va théoriser et à partir de théoriser, en fait, on va prendre des indices qui sont des indices mécaniques qui font partie du jeu. Il y a une difficulté à battre avec les dés et c'est plus on a d'indices et plus ce sera facile à battre. Mais en fait, tous ces indices qui sont des éléments narratifs, on va aussi y rajouter tout ce qu'on a raconté, ce que nos personnages ont vécu, les personnages qu'on a rencontrés. Ça va être intégré pour faire une histoire, pour faire une théorie et lui donner la vérité ou pas, puisque les dés peuvent nous dire qu'on s'est trompé. Oui, ça relance la partie ou alors ça nécessite que les joueurs consomment des ressources assez importantes pour pouvoir dire si finalement c'était bon. C'est ça, s'il y a des clés, on peut utiliser les clés dans Brindlewood. Ouais, dans Public Access ou dans il y a des clés, des masques. Des jeux des masques, ouais. C'est des jeux qui sont dérivés du PBTA, en fait. C'est une sorte de, parce que il y a des manœuvres comme dans un jeu Apocalypse. Le squelette est très PBTA. Le squelette est PBTA. Il s'en cache pas. D'ailleurs, l'auteur dans le texte du jeu, il remercie Apocalypse World et bien sûr l'aider Vincent Baker. Mais voilà, ça crée un peu une nouvelle branche parce que il y a très peu de manœuvres comparé à un PBTA classique. Mais ça, c'est encore autre chose que l'émergence. Oui. Même s'il y a une part d'émergence dans ces manœuvres, puisque le joueur est assez libre sur l'échec. C'est lui qui va définir entre guillemets l'échec de son personnage. Dire en fait qu'il arrive à son personnage, ce sera. Et après, voilà, c'est Brindlewood Bay au début, qui est un jeu d'enquête. Il y a un meurtre et on va résoudre ce meurtre. C'est ça qui est perturbant pour les gens qui ont un peu de mal avec cette façon de jouer, c'est que pour eux, si c'est une enquête, il y a forcément une solution. Donc que le maître du jeu ne connaisse pas la solution, c'est perturbant. Ouais, le jeu est compréhensible. Moi, ça m'a perturbé la première fois que j'ai lu. Et une fois que j'y avais joué, une fois que j'avais découvert. C'est ça. En fait, tu te demandes à la lecture un peu comment ça fonctionne finalement. Ouais. Tant que tu n'as pas joué, c'est un peu difficile de se rendre compte, je trouve. Clairement, t'envisages différemment la partie où tu as vraiment des séquences, je me mets en mode RP et je suis dans mon rôle, je suis dans mon personnage, et le côté un peu méta-jeu où t'essayes d'optimiser peut-être un petit peu la découverte d'indices et de les mettre ensemble pour que c'est une cohérence, surtout à la fin, que je pense surtout à la... Oui, parce que toute la partie théorisée prend un peu de temps. Il y a dans le Brindlewood qu'on a sur la Jedi Academy, il y a toute une partie, ça dure au moins un bon quart d'heure. Ouais. Où elles sont en train de reprendre les indices un par un pour essayer de construire le mystère. Et puis cette partie est forcément un peu méta, puisque les indices sont exprès un peu flous pour justement qu'ils puissent être un peu je vais dire tordu, c'est pas le mot, mais oui, voilà, interprété pour qu'il n'y ait pas la même chose entre deux parties, pour que ça puisse coller à ce qui a été joué jusque-là, etc. Pour avoir donc pas mal expérimenté ce mode de jeu, autant dans Brindlewood Bay, on peut facilement faire que cette théorisation se reste un peu dans le personnage. Autant je sais que sur The Between ou sur Public Access, on sort beaucoup plus du personnage quand on peut être théorie, parce que les personnages vont pas forcément tous être sur un mystère. Il y a plusieurs mystères qui viennent se chevaucher, donc tout le monde n'est pas forcément au même endroit, tout le monde n'est pas forcément au même niveau d'information sur les mystères. Et puis des fois, il y a des choses qui sont clairement un peu en dehors du spectre des connaissances des personnages, mais qu'on va intégrer dans la théorie quand même. Mais c'est un peu plus étrange aussi, Public Access, par exemple. Ouais. Oui, il y a un côté méta, mais qui est complètement assumé par le jeu. Et en dehors de ça, il y a pas mal aussi d'autres mécaniques qui sont très méta dans ces jeux-là. Mais voilà, c'est complètement voulu par l'auteur du jeu. Il y a quelque chose d'assez exceptionnel, je trouve, c'est que pour en avoir discuté avec toi, on peut avoir un scénario et le répéter sans avoir le même résultat. Oui. Contrairement à d'autres scénarios du commerce, par exemple, là, on peut avoir ça et vivre de 36 versions du scénario différentes. Je ne suis pas à 36, mais j'ai joué Un père à la mer plus de 15 fois. Et j'ai dû attendre la 8e partie pour que le même
suspect soit accusé du meurtre. Ah, que le même suspect soit accusé, oui, quand même. Ouais. Voilà. Bon, depuis, Non, pas de la même manière. ouais, pas de la même manière, et bon, depuis, ce même suspect a été accusé de très nombreuses fois. Ah. Donc c'est le suspect numéro 1 maintenant. Et du coup, en tant que maître du jeu, c'est agréable de rejouer du coup le même scénario plusieurs fois, quoi. Ouais, et moi, Et de redécouvrir. Moi, c'est un système que j'aime beaucoup justement pour ça, et même quand je joue un nouveau scénario, je joue. C'est-à-dire que je déroule pas un scénario, je joue vraiment. Je me repose énormément sur les joueurs. Les scénarios sont entre guillemets écrits, c'est-à-dire que ce sont comme des boîtes de chocolat. Il y a plein de choses dedans, on prend un peu ce qu'on veut. Il y a une liste il y a des listes d'indices, 20 indices, mais on va en sortir 7-8 dans la partie. Il y a 7-8 personnages, on va en sortir 3-4 dans la partie. Il y a pareil 5-6 lieux, on va peut-être pas tous les visiter pendant la partie, ça dépendra des joueurs. Des fois on va improviser un lieu parce que les joueurs ont décidé d'aller à la bibliothèque et qu'il n'y a pas de bibliothèque sur ce scénario-là. Oui. Après, c'est pas du scénario écrit, justement. C'est les indices, les lieux, les suspects c'est au maître du jeu de les placer quand il veut, où il veut, Quand c'est flottant. Quand il veut. C'est flottant, ouais. Enfin, c'est vraiment, pareil, les listes d'indices sont, comme je disais tout à l'heure, sont un peu abstraites et ça permet aussi de les glisser un peu partout, sachant qu'il y a toute une partie dessus, je pense à Brindlewood où il y a toute une partie aussi indices des tréfonds qui rajoutent une couche fantastique au jeu et qui, du coup, tu peux faire sortir des effets, fantastique un peu au milieu de la partie comme ça et relancer une intrigue, c'est chouette. C'est ça. Et puis bon, pour y avoir joué en campagne et en one shot, le côté fantastique est surtout important en campagne où là il y a vraiment une montée de la tension. Bien sûr, ouais. Le fantastique qui est vraiment vraiment agréable. Et c'est le côté fil rouge sur Brindlewood Way. Le côté fil rouge, ouais. Qui va durer sur plusieurs affaires, quoi. Et alors, est-ce que c'est, je pense que non, moi je pense que non, mais est-ce que c'est pour les MJ débutants, c'est bien de faire du Brindlewood Bay, tu crois, ou du Public Access, ou c'est difficile de prendre en main ces types de jeux? Pour moi, c'est très facile. Ok, même si t'as jamais fait de jeu de rôle, Ouais, tu penses? Ouais, que ce soit pour des joueurs ou pour des meneurs, je pense que c'est très facile. Je sais que sur la communauté de The Gauntlet, il y a des gens qui ont dit qu'ils n'avaient jamais fait meneur de jeu, qui ont commencé par Brindlewood Bay ou Public Access. Alors la version que j'ai traduite de Brindlewood Bay, elle manque peut-être un peu de conseils aux meneurs. Dans la version complète en anglais, il y a plus de matière. Maintenant, je pense que ça dépend complètement des typologies de meneurs de jeu et de joueurs. Il y a des gens qui aiment bien être cadrés et d'être accompagnés pour l'histoire. Il y a des gens qui voudront peut-être plus être ne pas se reposer sur un scénario. Moi, je sais que sur des scénarios d'enquête, j'ai quasiment jamais fait de jeu d'enquête avant Brindlewood Bay en tant que meneur, parce que j'avais cette crainte de j'oublie une scène. Parce qu'en fait, j'aime bien, je diverge souvent, me laisse embarquer par les joueurs, et j'avais peur sur un scénario d'enquête de maîtriser. C'est l'indice essentiel. Voilà, l'indice essentiel, passer à côté, de pas savoir comment rattraper ça, et parce que je me mettais un stress pas possible dessus, je faisais quasiment jamais de scénario d'enquête. Et il y a ce côté aussi que quand t'es frais, entre guillemets, quand t'es débutant, t'as pas des principes de jeu de rôle, des codes, justement, là, t'es détaché de tout, parce que tu joues, entre guillemets, pas, comme d'habitude, à un jeu d'enquête, donc. Moi, je dis que c'est une question de formation, en fait. C'est-à-dire, quand t'as commencé comme les plus anciens par le jeu de rôle classique, moi, je pense au PBTA. Première fois que j'ai lu un PBTA, j'ai rien compris. J'ai acheté la boîte Dungeon World, là. Ouais. J'ai rien pané. J'ai lu le truc, je dis, mais je comprends pas comment on joue, en fait. Non, mais c'est vrai, c'est stupide, mais c'est la vérité. Et finalement, en fait, il y a plein de gens qui ont dû commencer par des PBTA et ça marche très bien, en fait. Donc, c'est une question d'un peu de formation, d'état d'esprit et de la façon dont on t'explique un jeu de rôle, finalement. Donc, peut-être que oui, des conseils sont peut-être utiles quand même pour bien démarrer, mais je pense qu'effectivement, un MJ qui démarre et à qui on va juste, lui mettre ça entre les mains, s'il est bien guidé, il y a sans doute pas de raison. Ah, écoute, comme toi, t'aimes pas trop ça, t'as été mal guidé, du coup, aujourd'hui? J'ai jamais testé. Non, j'ai jamais ni joué, ni mené là-dessus. Ah, donc tu détestes pas vraiment, alors? Je déteste pas. Je pense juste que c'est pas ma came. Parce que pour moi, effectivement, il y a une emphase, Gulix l'a dit, il y a une emphase qui est mise sur, un peu l'aspect méta, c'est-à-dire que les joueurs qui vont élaborer l'intrigue, en fait, on va plus loin. Un jeu de rôle classique, on va
on va élaborer une histoire, enfin on va construire une histoire ensemble et qui se base sur une intrigue existante, qui peut être plus ou moins lâche. Hein, d'ailleurs, il y a quand même des jeux qui sont plus ou moins ouverts, etc. Mais effectivement, qui vont rarement slash jamais sur le on connaît pas le coupable. Moi, je me rappelle de vieux scénarios de Bloodlust où c'était un truc très huis clos. Je me rappelle plus comment il s'appelle ce scénario. Un truc très huis clos. Et au final, le scénario prenait en compte que pratiquement tout le monde pouvait mourir, parce que Bloodlust est un jeu relativement violent. Et donc, prenait disait, bah, si lui est mort, bah, c'est lui qui va faire ça. Si lui est mort, bah, c'est lui qui va faire ça, voilà. Et du coup, finalement, pareil, deux scénarios pouvaient certainement, deux fois le même scénario pouvait certainement ressembler à pas du tout à son collègue. Et, donc ça pouvait déjà exister. Mais là, effectivement, le jeu émergent, pour moi, de ce que j'en ai compris, va plus loin. C'est-à-dire que c'est pas juste, entre guillemets, on construit une histoire ensemble, c'est construit l'intrigue, en fait, aussi. Et donc, il y a ce côté méta qui est un peu rajouté. Et effectivement, moi, en tant que joueur, j'aime bien trouver le coupable qui a été défini et qui a été bien camouflé. Le défi de trouver oui, les découvrir, ouais, ça, sur les trucs un peu enquête, etc. Et donc là, de me dire on construit l'intrigue, je vais adorer faire ça en fait, mais en tant qu'MJ. Quand je prépare, j'écris un scénario, bah, j'aime bien mettre des fausses pistes, j'aime bien prendre à contre-pied mes joueurs, etc., les surprendre sur les trucs. Là, le construire ensemble, ça m'intéresse pas. Mais voilà, je comprends tout à fait, par contre, que ça puisse intéresser. Je comprends tout à fait que ça puisse attirer des personnes. C'est juste pas spécialement ma came. Et je trouve que c'est pas du jeu de rôle. Non, je plaisante. Pour revenir sur l'histoire de prendre un contre-pied, de mettre une fausse piste, quelque chose qui est écrit dans le livre de Brynolf Woodbey. Et moi, je sais que quand je le fais jouer, Brynolf Woodbey, j'aime beaucoup ça. C'est que les joueurs attendent pas la phase de la théorie pour théoriser. Les joueurs théorisent tout le temps, en fait. Ah, oui. On leur file 2-3 indices et bim, derrière, ils ont... Comment déjà, ouais. Voilà, c'est lui. C'est David le coupable. Ouais, il y avait même Sophie la girafe dans sa chambre. Voilà, et en fait, il se focalise là-dessus. Et là, en fait, moi, en tant que meneur de jeu, quand il trouve le prochain indice, direct, je leur balance quelque chose qui est presque innocent de David et qui balance un autre. Ah ouais. Un autre, quoi. Et je les vois, mince, en fait, on s'est peut-être trompé. Et donc, ils partent sur une autre liste. Ils sont peut-être trompés alors que pas du tout, parce que ils peuvent très bien revenir dessus après. Mais voilà, les personnages peuvent se dire, je me suis trompé. Il y a Calu qui dit sur le chat, c'est qui est impressionnant, c'est aussi que tous les suspects doivent rester viables tout au long de l'enquête. C'est ça. Alors c'est plus ou moins vrai finalement, parce que effectivement, comme tu dis, le MJ va peut-être orienter volontairement à droite, à gauche. On oubliait les suspects. Si quelqu'un meurt, ça m'est arrivé de tuer des suspects pendant. Oui, mais parce que ça marche. Il arrive plus partie de l'histoire. Après, ça peut si les joueurs décident que c'était celui qui était le coupable et qu'il est mort pour une autre façon en temps. Ça fait partie de l'histoire. Oui, le coupable peut être déjà mort, tout à fait. Bah là aussi, Ogulix, tout à l'heure, tu parlais de la peur sur un scénario plus classique d'oublier un indice, etc. Moi, la peur que j'aurai en tant qu'MJ, c'est les joueurs qui vont justement peut-être théoriser trop tôt, se dire ok, c'est lui le coupable, et tous les indices qui vont arriver, ils vont les faire rentrer au marteau dans leur idée, dans leur théorie, pour que ça colle. C'est Roberta, on le sait, voilà. Donc ça, c'est forcément par je ne sais quel. Tu penses qu'il théorise au forceps, quoi. Ça pourrait, en fait, parce qu'après, si tu trouves une excuse, même un peu limite, voilà, tu ajoutes. En plus, tu joues 2d6 plus encore plus 1. Bon, voilà, c'est ça, j'aurais peur. Après, je dis pas. Voilà. Je me doute que en tant qu'MJ, après, tu peux aussi recadrer un peu, tu peux aussi. Et il y a un truc super important, et vu que le jeu est méta, j'hésite pas à sortir de casser un peu l'immersion, même si pour moi pas ma façon de mener, d'être à fond dans l'immersion, à revenir sur les points de règle et à repréciser que c'est eux qui ont la théorie, c'est eux qui vont faire. Ils peuvent, pour l'instant, qu'ils rentrent pas forcément sur la suranalyse des indices, mais qu'il y aura un moment donné où ils pourront le faire. Je trouve que c'est important. Et puis rappeler en début de partie que oui, j'ai pas la solution. Ils sont pas là pour résoudre un mystère préétabli, mais pour en fait raconter une histoire chouette. Que c'est important de bien faire le casting quand il y a des jeux comme ça qui sortent un peu du lot, un peu de l'ordinaire.
de repréciser les spécificités du jeu pour pas faire une erreur de casting, parce que Oui. en effet, on a quelqu'un qui est là, comme tu dis, pour lui, son kiff, c'est qu'il y a un mystère préétabli et qu'il ait été plus malin que celui qui a écrit le mystère pour résoudre le mystère. Bah, si on lui propose un Brindlewood Bay, il va pas prendre de plaisir et c'est un coup à ce que son ennui dérive sur le reste de la partie et que la partie soit ratée. Oui, bien sûr. Ouais. Et oui, j'allais évoquer le principe peut-être d'avoir un contrat social quoi là-dessus d'emblée dès la partie. Et pour bondir sur ce que dit Spider-Gros dans le chat, il dit même si c'est déroutant, il est vrai, l'échafaudage de la théorie A4 est folle. Je pensais que c'est typiquement le genre de jeu où on va plus apprécier le voyage que la destination, quoi. Où c'est en faisant un petit rollback sur tout ce qu'on a vécu, où on se dit ah ouais quand même, il y a pas mal de choses qui se sont passées. C'était pour revenir sur la public access, c'est vrai qu'on a dépeint beaucoup de tableaux et beaucoup de scènes en peu de temps et il y en a aucune gâchée quoi, aucune ratée quoi. Ouais, puis on était tous dans le même état d'esprit. Oui, on a nous aussi bien présenté l'univers et tout ça. Enfin, on est rentré tout de suite dedans. Mais c'est aussi des concepts forts. Hein, pardon de te couper, mais c'est des jeux aussi émergents comme ça. C'est hyper cadré finalement parce qu'on te donne un concept hyper fort. C'est quand même, tu peux pas inventer non plus n'importe quoi. Les mamies qui mènent l'enquête, public access avec les cassettes, et dans une petite ville un peu de Twin Peaks. Et les fausses pistes, c'est pas des punitions quoi. Pas des fausses pistes inutiles quoi. Jamais de fausses pistes finalement. Ouais. Voilà. Et faut un tech fort. Et je pense je pense que ça marcherait moins bien si t'avais juste juste entre guillemets une affaire de mœurs chez des flics classiques machin. Bon voilà, ça marche. Enfin la mécanique fonctionnerait, mais je pense que ce serait certainement moins marquant et moins oui. Le voyage comme disait Neural serait certainement moins sympa. Et puis le prochain à venir, ça va être The Between, ambiance Penny Dreadful. Oui. En autres, il y a plein de petites micro-ambiances qui sont rajoutées. Ouais. Avec les teams en plus. Ouais. Ok. Ouais. Il y a beaucoup de j'y joue en ce moment. J'ai un groupe historique avec lequel j'y joue et vraiment cette ambiance et voilà. Et, comme tu disais, tantôt qui disait, on fait plein de petits tableaux en fait, et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on fait plein de petits tableaux et à un moment donné, on a récolté assez d'indices et on se dit allez, on va essayer de finaliser l'histoire de l'Esther. Il y en a un autre qui va arriver de toute façon après, mais au final, il y a aussi toute l'histoire de nos personnages qui évoluent, les relations entre vous, bien sûr. Ouais. Ok. Donc c'est des jeux joués en campagne. On aime. Voilà, c'est des jeux qui gagnent à être joués en campagne, bien sûr. Oui. Ouais. Vive les campagnes. Émergentes ou pas. C'est un autre sujet. Est-ce que il y a des épisodes de Public Access de Brindlewood Bay sur la JDR Academy, allez les écouter. Ça vous intéresse. Si vous êtes curieux, que dire d'autre? Gulix, est-ce que tu aurais d'autres AP autour de ça justement, de scénarios émergents, de chaînes ou de typiquement le contenu peut être proposé par l'auteur, hein, Jason Cordova. Ouais, si vous êtes à l'aise avec l'anglais, les actual plays, en gros, c'est il enregistre les parties qu'ils font via Zoom. Oui. C'est diffusé brut, il n'y a pas de montage, c'est vraiment du brut de chez brut. Mais moi, c'est comme ça que j'ai appris comment vraiment fonctionnait le jeu. Et en plus, j'ai pris un plaisir monstrueux à suivre. Si vous êtes à l'aise avec l'anglais et que vous avez envie d'exploser de rire en écoutant une campagne de Brindlewood Bay, sautez sur The Nine Step, qui est juste une perle. C'est drôle, c'est émouvant, c'est horrifique par moments. Et cherchez aussi en français, il y a Brindlewood Bay a eu il y en a plein d'AP en français, mais il y en a plusieurs en français. Et j'en avais fait un chez Volsung aussi sur 2D6 plus cool. Ouais. Voilà, je sais qu'il y a au moins 4 ou 5 à ma connaissance, 4 ou 5 sur YouTube qui en ont fait. C'est ça, il y a même Un père à la mer, il y a plusieurs versions de Un père à la mer, comme quoi il y a une vraie preuve que le scénar est toujours différent quoi, finalement, que l'histoire est toujours. Ouais, moi je prends plaisir à y jouer. Ça me fait penser à un concept qu'on avait eu, on avait discuté un petit peu sur la JDR Academy de déjà vu, de rejouer le même scénario à plusieurs. Effectivement, pour le coup, comme disait Gulix tout à l'heure, ça se prête, enfin, l'émergence se prête évidemment à ça, même si je pense que malgré tout, certains scénarios classiques un peu ouverts peuvent se prêter à ça, mais oui, l'idée c'est de faire jouer via un même MJ plusieurs groupes de courts scénarios pour
pour voir comment des groupes différents peuvent se comporter dans des mêmes settings, quoi. Bien sûr, oui. Sur une enquête, je pense que ça fonctionne pas. Du coup, tu vas refaire 10 fois la même enquête. Ça marche mieux sur du donjon. Sur du classique, oui. Sur de l'émergent, ça marche carrément. Sur du classique, peut-être moins. Même si, encore une fois, est-ce que c'est pas le voyage qui est rigolo? Voilà, sur du jeu un peu narratif, genre des jeux OSR où les personnages déjà amènent beaucoup. C'est-à-dire que et les concepts sont pas limités, par exemple, à 5 ou 6 classes, mais des jeux comme par exemple Morkborg ou même Frontier Scum où ton personnage il est pas décrit par beaucoup de mécaniques. C'est surtout tu choisis un background, tu choisis une occupation, c'est juste des petits traits narratifs comme ça. Et sur des jeux comme ça, tu peux faire le même scénar si tu as un groupe où le concept du groupe change énormément, ça peut amener des choses très différentes. Ouais. Ou des jeux à mission. Jeux à mission, t'as une mission qui est définie, mais rien n'est défini sur la façon de la réaliser. Ça peut être rigolo aussi de voir comment des groupes différents se traitent le scénario, quoi. Ils partagent les liens dans le chat. On fait mon travail. C'est un professionnel du podcast et des live streaming. C'est le chef, il a la casquette. On aimerait. C'est le chef stream, regardez. Je crois qu'on a fait le tour. Il n'y a pas eu assez de conflits. Jordi, t'étais pas assez remonté. Il n'y a pas de sang là. J'ai une question pour Jordi. On a joué ensemble sur Libreté. Les meneurs de jeu sur Libreté. Moi, j'ai eu l'impression de jouer à du jeu de rôle émergent. C'est-à-dire que tu rebondissais sur tout ce qu'on te proposait, mais qu'il n'y avait pas vraiment de scénario établi. C'est vrai. Donc, voilà, je sais pas ce que tu as à en dire, mais... Non, c'est de la mise en scène. Tout était prévu. Tout était prévu à la base. On a parlé d'un quart d'heure. Il était ciselé, écrit. J'ai une pile comme ça, je te montrerai. Oui, parce que vous l'avez joué comme le premier Libreté, parce que Libreté, le premier avec les enfants, c'était exactement pareil. Il y avait la cité, enfin le lieu, et puis on inventait avec les autres PNJ. Mais de toute façon, c'est comme ça que j'aime jouer, c'est-à-dire que quand je rédige mes scénarios, parce que je le fais pas tout le temps, loin de là. Quand je rédige mes scénarios, je pose des choses. Et il y avait des choses très solides qui étaient posées, y compris là sur Libreté. Mais après, c'est déjà le pilier peut bouger, et des choses que j'ai posées peuvent tout à fait dériver. Alors, j'ai pas envie de spoiler, mais qu'est-ce que je peux dire? Voilà, les piliers et comment ils fonctionnaient, les ancres et comment ils fonctionnaient, c'était plus ou moins établi. Après, c'est établi dans les règles du jeu. Non, par moi-même. Non, par moi. Non, dans le bouquin, en fait, dans Libreté, tu poses des nuées, ce qu'ils appellent des nuées, c'est-à-dire une situation de départ qui va évoluer. Et t'as trois étapes dans ta nuée. T'as la position de départ, ça empire, et ça empire encore plus, on va dire. Et si les gens ne font rien, quoi. Et donc à partir de là, ça évolue tout seul avec un groupe comme on a eu sur Libreté. Bah oui, ça se joue tout seul parce que les situations évoluent selon les actions, etc. Et il y a des trucs qui meurent tout seul parce que personne s'en occupe et du coup c'est pas intéressant que je relance, donc ça disparaît de l'histoire. Il y en a d'autres qui sont où je me dis quand même c'est quand même sympa, donc j'essaie de réintroduire le truc, et si ça mord tant mieux, si ça mord pas tant pis, ça disparaît. Et voilà. Non, tu dis exactement pareil, d'accord. Tu dis n'importe quoi. Parfait. C'est donc, j'avais dit que c'était un des anciens, il a pas forcément toute sa tête. Mais gros bisous quand même, on l'aime quand même le Jordi. Comme quoi, c'est il n'y a pas du jeu de rôle émergent et du jeu de rôle pas émergent. Oui, proportion d'émergence. Tu l'as dit au départ, ça c'est un curseur, c'est un potard. Ce qu'on fait sur Non-Army, c'est pareil, on improvise vachement. Et toi, tu relances avec des billes, mais c'est totalement pareil, quoi. Exactement. Il y a quasiment tout est généré pour les joueurs. Et l'idée, c'est de fonctionner un peu comme ça. C'est comme ça aussi que j'ai connu l'émergent. C'était avec Apocalypse World quand c'est sorti en VO. Après, chez la boîte à eux. Comme disait Jordi à l'époque de Dungeon World, c'était n'importe quoi. Pour comprendre ça, c'était des pages de théorie crafting sur Cassius No, sur le site, le forum officiel de Vincent Baker. C'était compliqué et au final le plus simple. Et ça a été un conseil que j'ai suivi.
conseil de mathématiques, applique la règle. Réfléchis pas, applique la règle. Faut appliquer le système à fond. C'est ça. Et je l'ai fait une fois en partie test avec des gens qui je connaissais pas du tout, où ils voulaient faire une partie de jeu de rôle. Je dis, écoutez, on va tester ça. Voilà, gros freestyle, et ça a trop bien marché. Parce qu'il suffisait d'effectivement remplir ta carte, ta petite fiche du monde, fiche de front, et puis c'est Ça demande parti. souvent des sessions 0, Voilà. ces jeux-là. Et réfléchir juste de manière cohérente. Et c'est tout. Ou qu'on te montre. Moi, c'est le déblocage, ça a été, On te montre. on me montre, quoi. Puis voilà. Ça J'ai aide. joué à Monster of the Week et avec Volcan, la campagne Et après, de t'as pu suivre sur Legendary Academy. Et voilà, et en fait, tu fais ça, tu fais ah bah oui, en fait, c'est tout simple. C'est pourquoi je comprenais pas avant. Il y a le fait d'avoir été bercé par des façons de jouer. Ouais, c'est ça, tu joues depuis longtemps, donc Ouais. t'as des habitudes. Depuis très longtemps. Bientôt 40 ans. Fallait pas le dire. C'est comme l'âge des femmes. Ça fait mal. Aïe, 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 aïe. Parce que j'ai commencé, j'étais tout Ça petit. glisse, ça glisse. C'est le moment de changer de sujet, je pense. Avant de changer. On va passer avec un bruit de transition, un whoosh, un de ces fameux whoosh. Le deuxième sujet, c'est on va parler de ton activité avec Gulix, d'auteur-traducteur. Donc là, tu l'as dit plusieurs fois, hein, t'as traduit Public Access et Brindlewood, notamment. T'as aussi écrit des jeux, notamment un qui, je sais pas si c'est un terme de succès, mais après l'accident, ça marche bien. J'ai l'impression que il y a plein de gens qui y jouent. Ouais, il y a eu, c'est comme ça que j'ai connu la Leader Academy. Il y a des gens de la Leader Academy qui ont fait un actual play sur après l'accident. Oui, je sais pas qui c'est. Le monsieur là-haut, là. Oui, bon jeu, Voilà. j'aime beaucoup. Ouais, j'ai écrit des jeux. Bon, c'était, alors, j'ai commencé par écrire, et je trouve que c'est une très bonne école, d'écrire pour d'autres jeux. Genre écrire un scénar. Ouais, écrire un scénar, écrire des monstres. Monster of the Week. Monster of the Week, mais Mystère pour la semaine, Mystère pour la route que j'ai écrit. Oui. C'est très fier, parce qu'il y a eu des très bons retours, il y a des actual plays que j'ai découvert au hasard, comme ça, que ce soit en anglais ou en français, même en catalan. Ils sont très, très faciles à prendre en main, ces mystères. Ça parle tout de suite, c'est très cool. On les a joués aussi en off. Et donc ça m'a donné envie après de continuer un petit peu à écrire pour d'autres jeux, et puis de fil en aiguille en fait après j'ai mis le nez un peu avec Monster Week, et pas à l'époque. J'ai commencé à traduire les livrets pour pouvoir y jouer plus facilement. J'ai contacté l'auteur, il est ok pour que je les publie. Et puis après je me suis dit tiens, ouais, il y a tel autre jeu qui a l'air cool. Tiens, pour y jouer, il faudrait le traduire. Il y a pas grand chose à faire, et puis je traduis, je fais à 80% de la traduction. Je lui dis allez, contacte l'auteur, il me dit ok, je fais les 20 qui restent, et puis ça permet de sortir. Ah ouais, parce que donc tu es bilingue, c'est pour ça que tu te permets de traduire, ou juste que tu t'estimes. J'étais pas bilingue il y a quelques années. Après, je me débrouille en anglais. J'aime bien lire de l'anglais. Oui. Voilà, la traduction est venue un peu après. Et puis là maintenant, j'arrive à. Je joue en anglais. J'ai joué hier en anglais. Voilà, tu joues en anglais. Quand même. Ah, j'ai joué hier en anglais. Il y a. Si vous allez sur la chaîne de Jason Cordova, vous verrez, il a une nouvelle campagne, et Tu joues dedans. par ici dedans. Ah oui. C'est une campagne en mode West March. Donc c'est qui est dispo vient pour jouer, et puis. D'accord. Sympa. Voilà. J'ai une question pour Riley quand même là. Je suis censé être antagoniste encore, ou comment ça se passe sur cette question? Comment je me positionne? Écoute, je sais pas. En fait, il est pas un auteur et il traduit pas. Comment ça se passe? J'aimerais bien pour les vues, quoi. Et Ah d'accord. Ok. Après, bon, je veux pas te faire. Je vais rentrer dans mon personnage. Très bien. Je peux très bien dire que ce que je fais, ce que je traduis, c'est pas du jeu de rôle. De toute manière, à la fin, tu diras, c'était. Mais non, en fait, je pense tout l'inverse. Tu feras comme la rubrique. On fera ça. Ça marche. Je me prépare. Mais ouais, après voilà, voilà, force de traduire, de mettre le nez en faisant game design et tout ça, ça m'intéressait. Et puis j'ai commencé à écrire des jeux. Après l'accident, je l'ai écrit en réaction à un autre jeu que j'ai adoré, mais qui avait un manque. J'ai trouvé un manque dedans. C'est The Beast, un jeu. Ça n'avait pas du tout. Un jeu interdit aux moins de 18 ans. Ok. Voilà. Ok. Des relations sexuelles avec un monstre qu'on a découvert cache D'accord. entre les autres. Parfait. Et une très bonne expérience, mais voilà, il y avait des manques dans le gameplay, puis j'ai écrit après l'accident par rapport à ça. Ok. Parce que oui, là, c'est au-delà d'écrire, c'est vraiment du game design. Là. Donc, t'es rentré dans. Ouais. Tu as une appétence à créer des jeux de base. L'étape suivante. Ouais. Ouais, ça, parce que là,
C'est au-delà d'écrire des scénarios, là, c'est que tu commences à réfléchir à des systèmes de jeu, des mécaniques. Ouais, je sais pas trop en fait comment ça vient. Je sais pas, c'est un goût en fait pour décrypter un peu comment raconter des histoires. Plus ça en fait, c'est plus qu'un système de jeu. Ça m'intéresse pas de faire un jeu, d'équilibrer un jeu au poil de cul près. Ouais, tu fais ces jeux narratifs. Ouais, voilà. Et j'aime bien comment on pourrait raconter tel type d'histoire. Voilà. J'ai une histoire en tête. Est-ce qu'un jeu équilibré, ça existe? Il y en a qui essayent de faire des jeux équilibrés. Est-ce qu'ils y Voilà. arrivent? Bah si, après, Jeux de société, si, hein, quand même. qui sont équilibrés. Ouais, bien sûr. Hein. La bataille, c'est équilibré. Ok. Et donc t'as fait plus justement des jeux originaux, genre Face au Titan aussi. Ouais. Qui est là aussi Ouais. n'a rien à voir. Et qui se joue solo. Non, ça se joue pas solo, ça se joue sans. Alors, il y a un mode solo, mais que j'ai rajouté après tout. Mais en gros, mais le jeu, c'est un jeu sans MJ. Oui. Voilà, c'est un jeu sans MJ où le concept, c'est à l'origine, c'est Moby Dick. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui connaissent le jeu de figurines Necromunda dans cette première version. Oui. Voilà. Et dedans, il y a Game Workshop, ils aiment bien mettre plein de petites nouvelles dans leur livre de règles. Et il y a une nouvelle où c'est un vieux pirate qui va sur un bateau sur un lac de boue pour parce qu'il a une vieille araignée géante blanche qui le hante. Donc c'est clairement Moby Dick. Et moi, cette nouvelle m'a marqué quand j'étais ado. Et je sais pas, un jour, elle est revenue en tête. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien pouvoir jouer ce genre d'aventure. Jeu de rôle. J'ai envie de faire un jeu tactique. Ouais, j'ai envie de faire un jeu où on raconte en fait les personnages et ils racontent d'où ils viennent, par où ils sont passés pour arriver à ce moment du combat. Puis après, on fait le combat contre le monstre où on va le défoncer. Mais peut-être certains d'entre nous crèveront et ce sera épique. Et puis, et voilà. Et au final, j'ai jamais eu l'occasion de jouer, mais ça me tente bien. Il faudrait que je le propose sur la JDR Academy, un de ces quatre. Oh oui. Moi, c'est du one shot aussi, justement. Ouais, c'est du one shot. Ouais. Très bon. Et si, j'ai une question sur les tests. Est-ce que tu testes tes jeux? Justement, après accident, ok, tu peux le tester toi-même facilement, mais ouais. C'est petit temps. Alors après l'accident, je l'ai énormément testé, mais au début j'écrivais complètement les histoires. Après, je faisais juste une ligne par carte, c'est juste pour voir si j'arrivais à faire en 15 minutes. J'avais fait une partie et c'était juste pour voir si en fait le tirage des cartes amenait pas des trucs. C'est un jeu classique de 54 cartes. Il y a des chaque carte te donne pas une intrigue, mais des mots clés en fait. Un point de départ. Ouais, mais derrière c'est un thème où on va trier les cartes au début pour faire un acte 1, un acte 2, un acte 3 avec une progression dans l'histoire. Sur Face au Titan, j'ai fait une phase de playtest avec à l'époque je jouais pas en ligne, pas du tout, et c'était en gros sur Nantes et autour dans des conventions, j'allais jouer le propos de conventions. Et puis j'ai fait jouer aussi dans une asso où j'étais où j'ai fait tester le jeu. Ok. Et heureusement parce qu'il y avait des idées complètement pourries qui étaient dans la première version du jeu. Il y en a une qui a sauté c'est la phase 0 en fait de début du jeu. Je commence à expliquer, puis là je regarde tout le monde au table et même moi je me dis mais en fait non, c'était une idée toute pourrie. Bon bah ça on la jette. Ça vaut le coup au moins de tester une fois déjà. Ouais, c'est important je pense. Ou alors après j'ai des jeux sur mon Witch que j'ai jamais testé, que j'ai écrit parce que j'ai une idée qui m'est venue en tête et qui m'a sorti et je l'écris et puis je me dis bof, allez faites, je la sors et puis voilà. Il y a des jeux en une page ou par exemple il y a eu cette jam les jeux en 36 mots. J'ai testé. Ouais, tu l'avais testé, d'accord. Ouais, je l'ai testé, c'est un jeu solo, mon jeu en 36 mots. Ouais, tu pouvais le tester facilement. J'ai fait un jeu où on joue genre des ados et en fait ils sont assis sur les toilettes au lycée et en fait ils entendent des conversations mais sans savoir qui c'est qui est en train de les faire et donc on joue plus ces conversations sans savoir qui est en train de les faire. J'ai jamais testé ça. C'est un jeu pour bitcher sur les voilà. Cool, bah oui, t'as partagé le hitch de Gulix. Parlons de ça alors, mais évidemment, tu n'es pas auteur de jeu, traducteur à temps plein, malheureusement, j'ai envie de dire. Mais non, heureusement quand même. Ouais. Heureusement. Ouais, parce que en fait, c'est pas une envie pour moi d'être à temps plein créateur ou traducteur.
et que ça soit mon activité principale, celle qui met des haricots dans mon assiette, c'est un plaisir en fait. C'est un loisir pour moi, la création et la traduction, et je veux le garder comme ça. Je veux pas que ça devienne imposant et Une contrainte. ouais, une contrainte. Mais ça a l'air de fonctionner comme. Enfin, je sais pas, les gens connaissent Brindlewood, Public Access, il y a pas mal de gens qui. Ouais, après, c'est des jeux qui me plaisaient, puis ils ont trouvé leur public, je suis content, et voilà. D'ailleurs, Il y a des pistes. Ouais, il y a des pistes je sais qu'il y a des éditeurs qui ont pris contact pour voir peut-être pour la version complète de Brindlewood Bay, et voilà, je leur ai donné mon feu vert et je leur dis allez-y quoi. utiliser Tatran à quoi. Ouais. Ouais, voilà, et puis je mets pas la clé dessus disant non, j'ai traduit la première version, non, j'en ai même parlé à l'auteur, je vais tu as des éditeurs français, n'hésite pas à revenir vers moi, je te dirai ce que j'en pense de ces éditeurs-là. Ouais. Puis voilà, après si y a un éditeur bien installé et sérieux qui refait une traduction voilà, et qui le propose à encore plus de public que ce que moi je peux proposer, parce que je propose pas de version physique, je propose que des versions numériques. Oui. C'est cool, quoi. C'est vrai. Ouais. Parce que le jeu le mérite. Ah oui, complètement. Ouais. Et après, ce serait bien que tu puisses aussi aller jusqu'au bout du processus. Enfin, je sais pas, ce serait quand même. Ouais, après, je sais qu'il y a un éditeur qui est intéressé, que si prend le truc, Ça se fait. je participerai sans doute à... Oui, parce qu'en plus, non seulement tu traduis, mais sur ces jeux-là, mais t'es aussi actif. Tu crées des nouveaux mystères. T'essayes tant bien que mal de faire vivre le jeu en français. Ouais, oui, parce que c'est des jeux que j'aime jouer, donc c'est des jeux sur lesquels j'aime créer. En fait, j'aime bien créer des choses. J'ai des brouillons, j'ai 4 ou 5 cahiers de brouillons à la maison sur lesquels dans lesquels je repioche de temps en temps, et j'ai plein d'autres mystères sur Brindlewood Bay que j'aimerais bien mettre finalisés, mais Du coup, t'as pas jamais pensé, moi je découvre un peu ça récemment, mais les jams sur Itch.io, t'es jamais dit, faut que je lance une jam sur Brindlewood en français, ou un peu comme Pierre Philippe, il l'a fait sur son Horreur Liminale, tu vois, essayer de créer un événement entre guillemets autour de tes traductions. Ouais, comment tu viens de contraindre sur après l'accident. Quand j'ai sorti le SRD du jeu, il y a eu 7-8 jeux qui ont été créés en se basant sur les règles de après l'accident. C'était cool. Après sur Brindlewood Bay, oui, ça pourrait. Après, j'ai pas forcément le temps ou l'énergie peut-être de mettre là-dedans ça, de faire vivre ça, quoi. Je comprends. Voilà. Mais je sais que j'ai des gens qui m'ont contacté en disant tiens, j'ai écrit un scénar pour le truc. Est-ce qu'il y a moyen de relire? Là, je viens de passer le template parce qu'il y a quelqu'un qui souhaitait mettre en page comme les mystères officiels. J'ai filé le template. Voilà. Ça marche. Puis accès accessible, faut pas hésiter à me contacter si besoin. Et tu disais tout à l'heure sur les systèmes, ça t'intéresse pas de faire un système hyper élaboré, etc. Du coup, de base, tu te tournes vers le PBTA-like ou j'aime bien le hack. Ouais, j'aime bien le hack par défaut. C'est-à-dire d'avoir un jeu qui correspond presque à ce que j'ai envie de raconter, mais peut-être avec un thème différent, et de le retravailler. Passe au Titan, par exemple, c'était Sword Wizard Master que j'avais joué, qui est un jeu de Sword and Sorcery que j'adore. C'est un vrai gros coup de cœur. Et en fait, ça m'est venu tout seul que il pouvait servir, le système de base de ce jeu-là pouvait servir pour passer du temps. Là, j'ai un jeu où c'est Two Peaks Island. J'ai déjà sorti une alpha. C'est pour faire du Lost. En gros, mais virer le côté survie. C'est vraiment le côté des personnages, explorer le passé des personnages via des flashbacks. Et puis une île très mystérieuse. Et bien sûr, les mystères sont émergents. Je n'ai aucune idée de comment ça peut se terminer et quelle est la solution de tous ces mystères et de ces trucs étranges. Ah, donc c'est du jeu de rôle, alors d'accord. C'est ça. Bon, on y revient. Là, clairement, je me base sur, Public Access, sur Brindlewood Bay et tout qui sort. Oui, excellent. Voilà. Celui aussi, il faudrait le tester. Je suis chaud. Ouais, il faut que je m'y remette un peu. Là, je suis sur d'autres petits trucs. Ouais. Okay. Est-ce que tu fais un truc sur les villes aussi, les petites villes américaines là, je sais plus le nom. Un générateur. Those Little Towns. Those Little Towns. Ouais. Ouais. Tu es en train de le développer, il me semble bien. Je vais avoir vu passer ça. Ouais, il est déjà dispo. C'est un truc que j'adore en fait, la petite ville. J'en parlerai pas tout à l'heure, mais pas loin. Mais par exemple, les séries comme Justified, comme Banshee, comme Buffy contre les vampires avec Sunnydale, ce concept de la Véronique Mars. Ouais, Twin Peaks bien sûr.
voilà, ce concept, depuis Public Access, c'est ça aussi, c'est ce concept de la ville américaine qui est perdue un petit peu au milieu de nulle part, mais où il y a tout. Bien sûr, il y a un mall, bien sûr, il y a le casino pas loin, bien sûr, il y a des étendues sauvages gigantesques, bien sûr, il y a la caserne militaire pas loin, il y a Il y a une université qui apparaît. Il y a une université, bien sûr. La montagne, le désert, la mer. Elle arrive en saison 4, il le construit, à mettre, hop, une fac, c'est parti. Et j'adore ça, et en fait, voilà, j'ai écrit un générateur de tables aléatoires, donc il y a des trucs classiques comme des noms de personnages, avec énormément d'easter eggs, des noms de villes, un générateur de rue pour avoir un nom de rue, et puis un générateur de bar, un générateur de motel, un générateur de bagnole, un générateur de PNJ, narratif, c'est-à-dire que chaque entrée puisse amener un peu d'histoire. Excellent. Ouais, je suis en train de le finaliser parce que je me dis bien qu'il soit fini un jour. Là, il y a une petite d'impro et tout, c'est bien. Enfin, quand tu joues dans ce genre d'univers. Erin Diana, on nous dit sur le chat. Oui, excellent. Ouais, voilà. Marshall et Simon. L'agence touriste, Supernatural, X-Files, c'est ça. C'est chaque épisode, il débarque dans une petite ville quelque part aux États-Unis. Ouais, c'est vrai, où il se passe un truc chelou, effectivement. Bah ouais, complètement. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Allez-y, hein. Et même sur le chat, si vous avez des questions pour moi, j'ai envie de poser des questions, mais à toi, Riley, et à toi, Neural, en fait. Qu'est-ce que vous créez, vous? Comment ça se passe? Ah oui, quand on écrit des jeux ou des scénarios. Déjà, est-ce que tu as déjà écrit un jeu, Riley? Oui, bien sûr, j'essaye. J'essaye. On est des amis sur le Itch.io de la JDR Academy, d'ailleurs. Après, j'arrive pas à pousser. Je pense que je fasse du coq à l'âne. Mais j'avoue que le Itch.io, c'est assez gratifiant de sortir quand t'as l'impression de. Ok, ça y est, j'ai fait quelque chose. C'est assez chouette. C'est ce qu'on appelle le feeling of down. Il y a Intérêt du monde, c'est quelque chose qui existe. C'est un concept, je sais pas si c'est philosophie ou quoi que ce soit, mais c'est très gratifiant de finir quelque chose. Donc des fois de partir sur un petit truc. Tu sais que j'avais relu ton mystère de Canoë. Oui. Pour Liminal Aurore. Et c'est vrai qu'au final, il est complet. T'as tout ce qu'il faut dedans pour faire une partie sur le pouce, comme ça. Oui. Et je pense que quand t'as pu le finaliser, le sortir, voilà, oui, tu pourrais rajouter des choses, oui, tu pourrais retravailler certaines choses, mais à un moment donné, se dire, en fait, hop, c'est fait. Il est fini. Et très gratifiant. Et puisque ça mérite aussi de vous faire plus, pas forcément. En fait, c'est ça. D'autant sur des trucs un peu ouverts comme ça. C'est le mieux est l'ennemi du bien est une expression qui est d'autant plus efficace sur ce genre de choses, je pense. Ouais. Je sais pas, moi j'écris sur le format. Je sais pas, c'est des inspirations. Ou alors j'ai justement participé à des game jams récemment. Il y a une contrainte. Juste de la contrainte naît la créativité. Ça donne envie de faire quelque chose. Oui, tu pars donc, pas. Là, je suis assez branché là-dedans. Ouais. Non, et tu pars pas from scratch. Ouais. Et puis là, j'ai évidemment plein de débuts de trucs de jeux de rôle que j'ai écrit à droite à gauche, des débuts de scénar et tout. Mais là, j'aime aussi que ça s'est mis en page. Enfin, là, j'aime beaucoup. Et Neural, il sait très bien. C'est tout ce que les jeux indés américains là où il y a toujours des mises en page. Tape à l'œil. Il y a une vraie réflexion sur l'objet aussi que tu achètes ou que tu partages, quoi. Ouais. Et je trouve que c'est hyper inspirant, en fait. De te dire, ok, là, je vais prendre un prospectus, pour reprendre l'exemple de Horror Luminal, je vais prendre un prospectus touristique et je vais le détourner pour en faire une histoire d'horreur. Mais faut que ça reste dans la même présentation, un peu en colonne, sur trois colonnes, juste sur une seule page. Enfin. Et parfois casse-tête. C'est inspirant, quoi. Ça n'a pas de visuel. Ouais, c'est un peu casse-tête, mais ça aussi, ça te cadre pour créer quelque chose, quoi. Et tu rentabilises chaque espace. C'est ce que j'aime beaucoup dans l'exercice du trifold du prospectus, où justement tu as une place qui est limitée et que si tu veux rester lisible, il faut jouer avec certaines choses et parfois tu as un exercice de style qui va être je vais essayer de suggérer quelque chose plutôt que de l'écrire noir sur blanc. En jouant avec la déco, avec une illustration, tu vas pas dire, mais tu vas imprimer dans l'esprit de quelqu'un via une image, via juste un petit texte catchphrase, chose. Quelques adjectifs pour définir un PNJ, par exemple. Et hop, c'est au MJ après de se l'approprier. Exactement. Donc ça aide aussi d'avoir cette je vais pas dire explosion, mais la multiplication des licences libres. Tu dis, je vais pas me faire emmerder si je sors un scénario
sur ce jeu de rôle-là parce que il y a une licence tierce, explicite, quoi. voilà, qui me permet. Et là, on a L'auteur, il est explicite et il dit créé pour mon jeu, allez-y. Voilà. Ah oui, et je m'inquiète un peu, enfin je m'inquiète, le terme est fort, mais il y a Shadow Dark qui va bientôt être en financement, je crois que c'est la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. Ça m'étonnerait que ça marche pas, ça devrait taper très fort. Et la grande force de ça, et Mathieu Saintou, le patron de Arcane Asylum, voulait militer pour ça, c'était d'avoir cette licence tierce aussi. Alors, j'ai Shadow Dark. discuté avec Sandy Julien ce midi Oh, via en live Facebook et pendant son live. non, après en fait, Après. parce que j'ai pas vu son live, mais je l'ai laissé un mot après sur l'application. Ouais. Et, il m'a confirmé que c'est leur souhait que et ils vont normalement reprendre la licence libre qu'il y avait sur la VO et ils vont essayer de pousser pour qu'il y ait des créateurs francophones qui prennent le truc pour créer des choses dessus. Et parce qu'on a un droit français qui est un peu compliqué, qui empêche parfois ce genre de choses. Pénible, quoi. Faut qu'ils fixent ça absolument. Après, c'est aussi des fois de protection d'IP, c'est-à-dire que voilà, c'est. Je crois qu'on peut se permettre de faire des choses, mais on peut pas se faire de l'argent là-dessus. Non, normalement, il y a rien à voir avec ça. En fait, c'est plus de la protection, c'est-à-dire que si certains éditeurs sont frileux parce que derrière, si tu crées des choses pour un jeu et que tu lui fais de la mauvaise publicité, n'importe quoi. Ouais, ça c'est le cas de. C'est le cas de Goodman Games pour Dungeon Crawl Classics entre autres, parce qu'ils ont pour ligne éditoriale d'avoir des modules, des aventures qui soient publics. Alors ok, c'est très gonzo, il y a des trucs un peu chelous et parfois bon voilà, mais ils ont une ligne éditoriale quoi. C'est hors de question de mettre des tétons qui traînent ou du gore extrême, pas possible quoi. Oui, il y a des règles quand même à suivre quand tu crées un scénario pour eux. Ah, t'es obligé de le faire valider par Goodman Games quoi. D'accord. Oui, c'est si c'est clair. Après, il y a des voilà. Et après, je sais que moi, pour Brindlewood Bay, par exemple, c'est écrit expressément dans le livre que si on veut écrire du contenu pour Brindlewood Bay, on peut y aller, c'est open bar. Ouais. Juste mettre un message disant que c'est avec la permission de l'éditeur, mais pas avec la validation. Quoi. Ouais, mais il l'a pas forcément lu quoi. Non, et il n'y aura pas de licence officielle. C'est juste que si des fois il y a des ministères qui peuvent lui taper dans l'œil et qui veulent les publier, là, il rachète les droits de publication pour publier à l'auteur. Ok. Ouais. À l'auteur. Et pourtant, je vois. Et le seul truc, c'est qu'il a, en gros, on peut pas réutiliser des éléments du contexte du jeu fort, genre des personnages existants dans des mystères publiés. Oui, c'est pas normal ça. Moi, j'ai jamais vu non plus de gros dramas, ou enfin de drama tout court, de problématiques sur des licences tierces avec des sorties qui ont posé problème. Non. Bah ouais, les gens, il y a tellement de produits. Généralement, voilà, il y a l'aspect du produit initial, quoi. C'est ça. Le produit initial, déjà, il a une clientèle qui fait que si le jeu est problématique lui-même, peut-être qu'il aura des auteurs problématiques qui vont venir faire des contenus problématiques. Mais le jeu en lui-même, peut-être, est déjà un peu borderline. Ouais. Et dans ce que tu fais, toi, tu arrives à essayer d'être visible, d'être vu par les gens, d'être là, on t'interview. Est-ce que tu en as eu d'autres avant, par exemple? Ouais. Après, c'est au petit bonheur la chance. Et clairement, sur la niche qu'on est dans le jeu de rôle, on va dire que les influenceurs sont hyper importants. Oui. Moi, je l'ai vu par exemple sur donc Plateau Titan que j'ai sorti. J'étais un peu un nobody à l'époque. J'avais traduit mes mystères pour Monster of the Week, mais puis j'avais traduit quelques trucs, notamment pour la Caravelle à l'époque. Puis j'ai pas fait grand chose de plus. Et je sors Place au Titan. Je fais un Kickstarter pour financer les illustrations. En français et en anglais. Sur la scène anglaise, j'étais encore plus nobody que sur la scène francophone. Alors le seuil était très bas au début, j'arrive à atteindre le seuil en 24 heures, ce qui était vraiment c'était à notre époque avec beaucoup moins de projets. Et puis en fait, à un moment donné, j'ai eu une explosion, mais parce que et j'ai pas compris l'explosion. Et en fait, quelqu'un qui m'a redirigé là-dessus, c'est John Harper. Non, c'est John Harper ou Vincent Baker. Qui a retweeté il a retweeté le projet Kickstarter en disant ça a l'air cool ce jeu.
Et la boum. Ah oui. et la boule. Ça tient pas grand-chose. Ok. Non, mais voilà, ça tient pas forcément à grand-chose. Quand je sors la traduction de Escape from Dino Island, je la sors, c'est le début du Covid. Et le jeu est assez particulier, même si bon, il a Bien joué. La direct. Oui. il a une ambiance très forte Jurassic Park qui quand même parle à l'imaginaire collectif, mais derrière c'est du PBTA en mode ultra light, 32 pages avec un bestiaire de dinosaures sur 4 pages. Donc, voilà, le niveau contenu c'est très très light. Mais c'est mon meilleur succès parce que derrière après sa sortie, il y a la CyberConv qui se crée pendant le Covid. Ah oui, exact. Et pendant le live du samedi soir en prime time à 20h30 sur la chaîne principale de la CyberConf, qu'est-ce qu'il décide de faire? C'est un actual play de Escape from Dino Island. Voilà. Avec Steven Spielberg. On invitait Steven. Et avec il y avait une bande son genre il y avait un Barricade qui faisait la bande son en live à la guitare. Ah, génial. Ouais, d'accord. Voilà. Ok. Et donc voilà, c'est des événements comme ça qui font qu'un jeu, boum, ça pop en fait. J'ai vu quand la JDR Academy a sorti Public Access, au niveau des ventes et des accès sur le jeu, Vous n'avez plus. ça a bien monté. Ah. On Merci, est des influenceurs. Ah oui. vous êtes des influenceurs. Hein. Waouh. Choisissez bien vos jeux. Hein. C'est ça. Et je pense que les autres créateurs qui sont un peu dans le même cas que moi, j'en discute avec eux, que ce soit par exemple comme Martin, Milouche ou Fasson. Voilà, quand quelqu'un parle de notre jeu, on sent tout de suite le retour. Donc, et même si vous êtes petit, vous êtes juste quelqu'un qui n'a même pas forcément de chaîne YouTube, tout ça, parlez des jeux des créateurs indés. Et même des fois, si vous achetez pas un jeu, mais qu'il y a un jeu qui vous plaît et que juste nous relancer le jeu, disant j'ai vu ça, ça a l'air cool. Donc, j'ai joué à ça, c'est cool. J'ai lu ça, c'est cool. Alors nous déjà, ça nous fait un gros bonus au niveau de l'ego. Là, ça fait vachement de bien. Puis au niveau commercial, puis même reconnaissance, c'est vraiment chouette parce qu'après on va gagner beaucoup plus de visibilité si quelqu'un parle de notre jeu plutôt que si c'est nous qui parlons de notre jeu. Oui. Voilà. Donc, oui, forcément, tu t'écoutes plus un tierce, quoi. Ouais. Donc, si vous jouez à des jeux si vous appréciez des jeux d'auteurs indés, parlez-en. Cool. Et voilà. Top. Parfait. Parfait, merci. Ouais. Est-ce que on passerait pas à la suite? Est-ce que vous avez d'autres questions ou je regarde le temps passer, on n'est pas du tout dans les temps, c'est parfait. J'avais pas de questions, mais moi j'aurais bien répondu à une question. Moi. Vas-y, dis-nous tout. Non, mais je voulais revenir sur les systèmes. Parce que moi je suis un Damarotte. Oui, je suis un grand fan de système. Parce que justement parce que quand j'étais petit, moi j'en faisais des systèmes avec mon frangin. On se faisait des systèmes qu'on se faisait jouer l'un l'autre. Et j'ai vite compris que c'était pas pour moi. De créer, tu veux dire? Ouais, créer un système, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué de créer un système. Surtout à l'époque, moi, mes références c'était Stormbringer, c'était RunQuest, c'est les systèmes descents, machin, les Karak, 3D6, machin. Donc tout ça tournait un peu toujours autour de la même chose. Et c'est peut-être aussi pour ça que justement, moi, je trouve qu'un système c'est hyper important pour un jeu. Et j'aime les systèmes qui collent à leur univers, quoi. Alors après, il y a des jeux qui fonctionnent très bien. Ça veut pas dire que ça peut pas être un système simple, hein, attention, c'est pas ce que je dis. Mais une mécanique qui colle au truc, ça apporte tout de suite un truc, quoi. C'est-à-dire que par exemple, Libreté, le système est quand même super simple. Les moves, il y en a, mais voilà, il y en a pas des milliards non plus. Il y a pas énormément de livrets. Mais juste la bulle noire. Bah voilà, c'est le petit truc. La bonne idée qui change tout le jeu. Hein, qui fait... Et la version du résultat. C'est-à-dire que sur un PBTA, on va dire classique. D'aller trop loin, quoi. Ouais, c'est ça. Sur 7 à 9, tu fais un résultat, un oui mais, et 10+, tu fais ton oui, quoi. Et ben là, c'est l'inverse. C'est de 8 à 10, tu fais ton oui, et 11+, tu fais
tu fais le oui mais le et trop loin, quoi. Tu y arrives, mais tu vas trop loin pour y arriver. Et voilà, c'est des petits trucs qui finalement, quand tu regardes, tu fais, ah bah oui, c'est tout bête. Alors, tu y as pas pensé toi-même avant, hein, mais, en tout cas pas moi. Tu dis, ah ouais, c'est simple comme ajout, comme twist, mais ça donne un sel de ouf au jeu, quoi. Le stress de Alien, c'est pareil, c'est pas forcément compliqué, mais ça marche super bien, quoi. Et voilà, ouais, c'est ça que j'aime bien, et j'ai une fascination pour ces systèmes-là, tels que je sais que je dois le laisser aux autres. Moi, je reste la création, ça reste du scénario pour moi, ça reste du scénario, mais je vais pas jusqu'au système. Et si vous êtes créateur en herbe, moi, j'ai 2 conseils pour vous. C'est un, de pas hésiter à phagocyter, à hacker, à manger d'autres jeux pour les ressortir différemment, ou même des fois de les reprendre, si vous sentez que c'est ceux-là qui vont vous permettre de raconter l'histoire que vous voulez par votre jeu. Il y a plein de jeux qui autorisent et encouragent à venez, prenez-moi et recrachez-moi de toute façon. Et voilà. Et c'est des bonnes matières parce que partir de zéro, en effet, c'est super dur, et je pense même pas qu'on puisse vraiment partir de zéro. Oui, on s'inspire. C'est hyper vrai ce que tu dis. Enfin, moi, je lis beaucoup de jeux parce que j'aime lire aussi beaucoup de systèmes. Et clairement, il y en a où tu vois, bah, tu te dis, bah oui, t'as pas lu assez d'autres jeux de rôle, en fait, parce que ça fonctionne pas, quoi. Et revendiquer de moins en moins, mais revendiquer d'où, voilà ce que vous faites. Je suis fier d'avoir pris Sword Wizard Master pour face au Titan, que moi je le cache pas, c'est mon inspiration mécanique pour le jeu. Et ça n'empêche pas de faire des choses innovantes et qui marchent bien, quoi. Alors que effectivement, on reprendra à zéro, bah non. Enfin, d'autres avant vous ont inventé la roue, ne repartez pas de zéro, quoi. Inventer la chaîne. La chaîne à neige, bien sûr. Et l'autre point, c'est comme disait Riley, c'est il y a des jams très récurrentes. Ah, il y en a tout le temps sur Itch.io. Sur Itch.io. Soit c'est partir de thèmes, soit c'est partir de concepts, soit c'est partir de d'histoire. La dernière en 36 mots, c'était hyper inspirant. Il y a eu des centaines de participations en plus. C'est fou, et il y a des choses vraiment super chouettes. Et donc voilà, essayez des jams, et si vous finissez pas que c'est juste dans un fichier bloc-notes, des fois même juste le publier, se dire bon, je n'irai pas plus loin, je le publie, et puis je partage, et voilà. Des fois en fait après ça peut peut-être démotiver, et puis des fois participer à une jam, c'est de dire je fais un petit bout de jeu, puis en final on met la main dans l'engrenage, et puis bon, finalement en fait le concept est plutôt cool, et puis et c'est se donner une deadline aussi avec une jam, c'est se dire ok, j'ai 30 jours pour créer ce truc. C'est aussi ça aide à créer tout simplement. Mais plein de jams autorisent du après coup, hein, des fois plus, si vous avez débordé un peu, pour le principe. Ouais, je trouve c'est important ces contraintes te permettent de créer. Excellent, participer au jam. Bah oui, vraiment, c'est un exercice à faire. C'est très cool, c'est vachement, comment dire, c'est très inspirant, parce que tu vas voir les projets des autres, tu vas pouvoir peut-être même t'entraider sur certains trucs et y aller jusqu'au bout. Et je pense autre, moi c'était la jam qui était faite pour The Lost Bay, qui demandait de créer plein de, comment dire, de props, pour être vulgaire, sur Lost Bay, des trucs à prouver, et sur le jeu. Ouais. Et donc, t'en as qui venaient avec des extraits audio, t'en as qui venaient avec, des affiches, d'autres avec des prospectus, d'autres des photos. Il y a beaucoup de supports utilisés, et je trouvais ça assez incroyable. Là, par exemple, je vais participer à une jam pour Public Access, un concours de création même, en anglais, mais le concept c'est fun, c'est on va créer des scénars pour Public Access, mais qui sont pas des mystères standards, c'est des Lost Transmissions, des trucs un peu à part. Et le concept c'est j'ai proposé une série de 3 films, et tout le monde fait ça. Les organisateurs vont, à partir de ces 3 films, ils vont en donner un par participant. C'est un de mes 3 films que je vais récupérer, mais l'idée c'est qu'il n'y ait pas de doublon entre les participants, donc ils vont faire le travail. Et après, c'est de se mettre en équipe de 2 et de mixer nos 2 films pour faire les thèmes de nos 2 films, pour en faire un scénar qui va mélanger ces 2 inspirations.
Et les films, c'est des films en rapport ou ça n'a rien à voir? Fallait prendre des films de genre, Ouais, quand même. mais c'est tout. Oui, film de genre, c'est quand Vous pouvez même. pas prendre Les Visiteurs, par exemple. Ça fait- J'aurais pu, hein, il y en a qui a mis Cendrillon, le Cendrillon. Un certain genre. Sans avion, ouais. Moi, je dirais dans quelques semaines ce que ça va donner. Ok. Alors, et tu peux nous partager tes 3 films ou c'est secret? Ouais, j'ai pris Le Convoi de la peur de William Friedkin. J'ai pris Wolf Creek, un film d'horreur dans le outback australien, et Le Pacte des loups. Parce que je voulais un film français et que je n'ai pas pensé aux Visiteurs ou à La soupe aux choux. Dommage. C'est peut-être pas plus mal. Préférez-vous le Pacte des loups aux Visiteurs? Non. Je suis pas du tout d'accord. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on passerait pas à la suite? Bon, oui. Est-ce que ça vous va? La suite, c'est la fameuse rubrique TDCD, temps de cerveau disponible, avec les recos en rapport avec les jeux de rôle. Jingle à la bouche. Et voilà, merci. Merci à tous. On va commencer totalement arbitrairement par toi, Jordi. Est-ce que tu veux nous parler de ce que tu aimes et qu'est-ce que tu conseilles à nos auditeurs? Alors, j'ai 1 milliard de trucs à conseiller, hein, mais j'ai Et choisi... Ouais, Disons, j'ai choisi un seul, et c'est La Compagnie Noire. C'est une œuvre littéraire de Glenn Cook, une série de dark fantasy. Personnellement, j'adore Le Trône de Fer. J'aime beaucoup. J'ai acheté le dernier livre en anglais, et j'espérerais bien qu'en sorte un autre. Pour moi, La Compagnie Noire est 2 crans au-dessus. Ah oui, 2. Ah, c'est précis. 2 crans. Ah oui, 2 crans au-dessus. C'est incroyable. La Compagnie Noire, c'est vraiment génial. C'est super bien écrit. Ça change de style d'écriture en cours de cycle parce que l'écrivain change, parce qu'en fait, La Compagnie Noire, c'est les annales de La Compagnie Noire et c'est écrit par quelqu'un dans La Compagnie Noire qui écrit, et donc ça change de style quand ça change d'analyste. Ah, intéressant. Oui, c'est pas toujours le même chroniqueur. C'est pas toujours le même chroniqueur, ouais. Ça évolue au long de la série. Autre avantage, la série, elle est terminée, il y a 2 cycles et c'est fini, même s'il y a des rumeurs Combien de bouquins alors ça dépend, parce que moi j'ai acheté Il y en a 9 en anglais. intégrale, machin, il y a 9 en français aussi. 12 ou 15 bouquins, je dirais. Ouais, en français, il y a plusieurs qui ont été coupés en 2, je crois. Ouais, c'est un peu le Par rapport à bazar. la VO. Moi, j'en vois 9, ouais. Et pour ma part, il y en a 9 en solo, et moi, pour ma part, je les ai en omnibus de cycle, quoi. Moi, c'est varié, j'ai un peu de tout. C'est le bazar, ma collection ne ressemble à rien. Et ça parle de quoi, du coup? Alors, donc le pitch de départ, c'est donc il y a La Compagnie Noire, c'est une compagnie de mercenaires, mais c'est une compagnie de mercenaires dont le but n'est pas forcément leur but c'est de survivre. C'est des roublards, ils sont débrouillards. Quand ils prennent un contrat, c'est pas pour faire gagner celui qui les a embauchés. Alors si, mais c'est surtout de s'en sortir, de tirer leur épingle du jeu, de choper ce qu'ils veulent choper, etc. Et la base de l'univers, le petit truc original de l'univers, qui je trouve pareil incroyable et qui est super simple, c'est de se dire, ok, on a dans beaucoup d'univers, on a des mages qui sont très puissants et qui en général sont les éminences grises des dirigeants. Et on a le roi avec son mage là qui pourrait l'atomiser en un claquement de doigts, mais qui décide de n'être que son conseiller. Bon, bah là, c'est différent. Les mages, c'est des badass de ouf. Ils sont quasiment immortels. Ils ont des pouvoirs incroyables. Et ben, ils dirigent en fait, parce que le pauvre roi à 2 balles là, et ben, il l'atomise justement. Ils s'en foutent quoi. Et par contre, tu pars en guerre de mages, parce que les mages, les uns entre les autres, essayent de se contrôler. Évidemment. Donc, il y a longtemps, il y avait le dominateur, qui était un mage incroyable, qui contrôlait tout le monde, et qui est mort. Et du coup, il y a une espèce de guerre qui suit à ça, parce que les mages essaient de se bastonner. Il reste la dame, qui était la femme de ce dominateur. Et la compagnie noire se trouve un petit peu embrigadée là-dedans, et se trouve un peu au milieu de cette guerre entre mages et mercenaires, d'accord. Voilà, et mercenaires, donc des brouillards. Et donc, Dark Fantasy, tu dis, donc c'est... Ouais. Et ça évolue même encore. Donc, ouais, je dirais Dark Fantasy, ouais. Enfin, Dark Fantasy, clairement, c'est une grosse inspi pour du Warhammer, par exemple. Et ça évolue dans le temps, parce qu'après, on voit une espèce de un groupuscule de résistants qui commence à monter en puissance. Après, la compagnie, elle doit ramener les annales dans son pays natal de Katovar.
Ça, c'est le deuxième cycle, ouais. Voilà, et on suit, comme disait Jordi, des personnes différentes qui tiennent les annales. Et non, dramatique et tout, il y a vraiment tout. J'aime beaucoup les noms aussi, les asservis qui sont donc les autres puissants sorciers qui étaient sous la joug du dominateur. Du Dominateur. Ont des noms, Ouais. genre le boiteux, ce genre de choses. C'est que des noms aussi comme ça, ils ont que des surnoms, les gens. Ils ont des titres, ils n'ont pas des noms genre des H et des K et des. C'est ça. Je sais même pas s'il y a un seul nom. Enfin, si, il y en a un d'ailleurs, parce que c'est même central à une grosse partie de l'histoire. Mais à part ce nom-là, il y a des personnes plein de noms en fait. Ils ont tous Corbeau, Toubib, Le méchant, quoi, comme tu disais, la dame, le dominateur, le boiteux. Tu vois, Bah oui, hyper équivoque, quoi. Enfin, voilà, c'est très bien écrit, ça peut être hyper inspirant pour. Je pense qu'il y a des milliards de choses à faire. Et il y a eu un jeu de rôle. Hein. Je vais faire refaire, oui, bah, Blade in the Dark. Pas Blade in the Dark, Band of Blade plutôt. Band of Blades, ouais. Band of Blade, carrément, ouais. Enfin, c'est pour ça que j'ai acheté ce jeu-là. C'est parce que clairement, ça m'a fait penser à ça. Et c'est marqué dans une des premières pages, c'est inspiration Compagnie Noire. Parmi d'autres. Tu m'as donné envie de me peut-être ressortir les livres, tu vois. Je l'ai lu quand j'étais étudiant, j'étais pauvre et j'avais que le premier cycle, même pas. Je sais même pas si j'étais au bout du premier cycle parce que la Talente, voilà, c'était un sacré budget. C'est vrai. Et j'ai presque envie d'essayer de voir si je retombe pas dessus. Ça doit se trouver facilement. Je me rappelle le Château Noir, tome 2, est resté très longtemps dans mon top 3 des meilleures lectures de mes filles. Ah ouais. Et là, il m'avait bluffé. Mais c'est pour ça que j'ai nommé Le Trône de Fer, qui reste une belle référence littéraire, qui est incroyable aussi. Hein. J'aime beaucoup Le Trône de Fer. Là. Je reproche juste de pas avancer son derrière, hein, monsieur l'écrivain. Mais voilà, là c'est terminé et c'est vraiment d'un autre niveau. C'est incroyable. Ok. Ça date des années 80, ça, du coup. 90. Je sais plus. J'ai déjà lu 2 fois et effectivement, je me suis fait dédicacer de la mienne une 3e fois. Tu l'avais lu quand tu avais 2-3 ans, là. Au début du 20e. D'accord. Avec ce Utopia une année. Ah oui, d'accord. Ouais, j'ai un exemplaire dédicacé de Blade. La classe. Parfait. Merci Jordi. Qui veut se lancer, Neural, Gulix? Est-ce que vous avez des recommandations à nous faire? Vas-y Gulix, tu veux nous parler de quoi? Je vais vous parler de ça. Ça, c'est Person of Interest. Person of Interest. C'est une série qui date de 2011. Si mes souvenirs sont bons pour la première saison. Elle fait 5 ou 6 saisons, je sais plus. Des séries de saison de 24 épisodes à l'ancienne. Ouais, alors je crois que les dernières saisons sont plus courtes. Mais en effet, les premières, c'est de 24 épisodes. C'est la diffusion classique à l'époque avant Netflix, où c'était un épisode par semaine, cartienne américaine. Je l'ai adoré quand je l'ai revu. Il venait dans ma tête depuis longtemps et là, ça fait quelques semaines que je me suis remis depuis la saison 1 et je fais la saison 2 là. Et je reprends autant de plaisir à la revoir. Ok. Et ça parle de quoi? Ça parle de 2 personnages principaux, du moins au début, parce que ça s'étoffe au fur et à mesure, mais on a Harold Finch qui est en fait un milliardaire totalement pas transparent mais caché, c'est-à-dire que personne ne connaît son existence. Okay. Super hacker et il a conçu en fait une machine pour le gouvernement américain pour détecter, c'est après le 11 septembre, pour détecter les menaces terroristes. Et pour ça, en fait, il s'appuie sur tous les réseaux de télésurveillance, les écoutes téléphoniques de tout le monde. Et donc la machine, elle agrège tout ça, toutes les vidéosurveillances, les communications de téléphone, et elle a une intelligence artificielle monstrueuse qui va permettre de détecter les terroristes. Ça m'intéresse parce qu'en fait, c'est ça. En fait, il détecte quand est-ce que des gens ont des intentions violentes pour prévenir que, attention, ces personnes sont en train de planifier un attentat ou ce genre de choses. Mais en fait, la série parle pas de ça. La série, en fait, c'est que il a mis une sorte de backdoor dans sa machine parce que quand il l'a conçu, il a vu que il détectait des crimes des crimes non terroristes. Alors, la personne qui veut tuer son voisin pour une raison X ou Y, mais le gouvernement jugeait que c'était pas pertinent ce genre de menace.
ça les intéressait pas. Mais Voilà. lui, en fait, voilà, il reçoit des numéros de sécurité sociale par un système caché par la backdoor. Et avec ce numéro social, par contre, il sait pas si c'est une victime ou un coupable du futur. Et donc, il reçoit ça. Sauf que bon, il est bon derrière son ordinateur, mais sinon, il est pas forcément très efficace dans la rue. Donc, il recrute un ancien agent des forces spéciales américaines qui est complètement à l'abandon, pas loin du suicide, et qui va retrouver un nouveau goût à la vie avec ça. Grâce à ça. Il l'envoie sur des missions, en fait. Et il l'envoie sur des missions. Il dit voilà, j'ai un numéro de sécurité sociale, c'est cette personne, donc il va commencer à la suivre. Alors chaque épisode, c'est un nouveau numéro en fait. C'est Ouais. en mode voilà. Victime de la semaine ou personne. Ouais. Et c'est parce que on sait jamais. C'est est-ce que la personne est une victime ou un coupable. C'est à mi-chemin entre Minority Report et Demain à la Une, quoi. C'est Ouais, il y a un peu de demain ça. à la une. Ouais, non, mais il y a de ça. Ça va. Ouais, génial. Et ce que j'adore, c'est qu'il y a plein de fils rouges. Et je trouve que c'est ça génial. C'est-à-dire que Ouais, il y a une intrigue aussi. Hein. il y a plein d'intrigues en fait. T'as vraiment plein d'intrigues qui se croisent. Et des fois, en fait, il y a une intrigue qui va être complètement en sommeil pendant 3-4 épisodes et qui va revenir et qui va redisparaître et qui va revenir. Et je trouve que c'est très très bien géré de ce côté-là. Il y a des épisodes de la semaine standard qui en fait vont nous révéler qu'à un moment donné, en fait, elle est centrale à un fil rouge, mais on le découvre à la fin de l'épisode. Il y a pas mal de personnages qui commencent à graviter autour, qui sont super intéressants, avec une vraie évolution des personnages. Les personnages sont pas monolithiques. C'est une équipe, en fait, qui va se créer autour de ça. Il n'y a pas que l'agent. Il y en a un, au début, on se dit, il va pas finir la saison, voire la mi-saison, il va disparaître parce que il y a trop de casseroles aux fesses, mais au final, ça devient le personnage super attachant et super important jusqu'à la fin de la série. Donc, moi, il y a des moments qui sont très, très touchants. Et au niveau de la narration, il y a un truc que j'adore. Et dès que ça arrive, la musique, elle pousse là-dessus aussi beaucoup. Et dès que ça arrive, j'adore ces scènes-là, c'est que il est ultra violent, mais il aime pas tuer les gens. Il tire que dans les genoux, souvent. Mais il est équipé comme un bœuf avec des armes non létales, mais bien violentes. Mais au final, on voit pas tant que ça de violence dans la série. C'est-à-dire qu'il y a des scènes où il s'arrête à côté d'un bar, c'est un bar de néo-nazis, et il dit bon, j'ai des infos à récupérer. Il rentre, on entend un peu de bagarre, et il y a un mec qui passe par la vitre, il sort, et puis il appelle son collègue, et il dit bon, c'est bon, se trouve à tel endroit. Et je trouve ça génial, en fait. Ce côté économie de moyens, mais qui, en fait, donne un efficacité à la série. Jet de charisme réussi. Voilà. Et c'est des trucs en jeu de rôle qui peuvent se faire, c'est-à-dire que des fois, en fait, il y a des scènes de bagarre où ça va nous prendre 2 heures si on le fait au système. Et, oui. Un jet de dés suffirait. Un jet de dés suffit, et puis au final, vas-y, raconte comment ça se passe et juste comment ça se finit. Et ça peut être fun, tu dis, le gars, j'ai besoin d'aller dans un bar pour choper des infos, vas-y, je fais ton jet d'informations, ok, tu vas en mode violent, fais ton jet avec ta capacité de bagarre, ok, t'as réussi. Tu rentres dans le bar, décris-nous juste ce qui se passe et puis tu ressors égal. Ouais, tu décris juste un mec qui passe par la fenêtre, ça suffit. C'est cool, quoi, en fait. Voilà. Et donc, cool. Il y a ce côté visuel qui est vraiment très très fort dans la série et elle a une vraie patte visuelle, quoi. C'est ce que je fais. Person of Interest. Cool. Ouais. Tu donnes envie aussi de la voir. Bah oui, du coup, ouais. Moi, j'ai jamais vu. Je vais pas en parler, mais j'ai jamais vu. J'ai vu des extraits, je crois, et tout même. C'est dans cette série-là où le hacker, justement, il est même employé de sa propre société, en fait, c'est pas ça? Ouais, c'est ça. Et personne ne sait qu'en fait, c'est le patron. Ouais, c'est ça. Il se fait maltraiter par par certains de ses employés, alors il se fait même virer à un moment donné, il se fait virer, mais il a plein de sociétés, hein. Ils ont plein d'identités parce que voilà, c'est, j'ai vu agent, il hack un peu tout, c'est super facile, hein. Il a son téléphone, il appuie sur un bouton, il a cloné le téléphone de l'autre en face. Ah oui, d'accord. Ouais. Il est surpuissant. Un peu des fois magique, hein, mais et voilà, ok. Les antagonistes sont super chouettes, et puis il y a Amy Hacker qui joue dans cette série. On adore. Il y a Amy Hacker qui, faut savoir qu'elle n'apparaît que très peu au début, mais que son personnage est central à l'impliquer. Elle a un arc dans la saison 1, le personnage est vraiment cool. Il y a 4-5 saisons, quelque chose comme ça, non? C'est ça. Et c'est bien fini, enfin, ils ont pu finir la série. Il y a une vraie fin. Non, mais il y a une vraie fin et vraiment. Enfin, c'est cool ça. La fin est
je spoil pas, mais la fin est vraiment chouette. Ouais, parce que les séries cool qui finissent par manque de budget et ça finit en boudin, c'est dommage. Donc c'est cool s'ils peuvent finir les séries. Hein. On a Elival qui est en train de lire La Compagnie Noire en ce moment. Cool. Mais il a bien raison. Parfait. Merci Gulix. Neural Noise. C'est moi. De quoi tu veux nous parler? Et B, on en parlait en introduction, on parlait d'Artung Toulou, qui dit préparation, dit mise en ambiance, mise en abîme, essayer de se renseigner, tout ça. La chronologie, je vous en ai parlé. Et il y a tout récemment, je dirais que ça a moins d'une semaine, je suis tombé sur une chaîne YouTube dont je ne connaissais pas ni d'Adam ni d'Ève, et pourtant c'est pas faute d'avoir cherché sur le sujet, donc à savoir la Seconde Guerre mondiale. Je suis tombé sur une chaîne qui s'appelle World War II, tout simplement, et qui est active depuis 2018. Si je dis pas de bêtises, c'est une chaîne allemande, mais c'est en anglais. Et depuis le départ, ils font chaque semaine, ils font des sorties hebdo qui retracent chaque semaine les événements de la Seconde Guerre hebdomadairement. C'est-à-dire que semaine 1 de la Seconde Guerre mondiale, ils font un récap de ce qui s'est passé pendant la semaine. Et ils l'ont terminé là il y a 6 mois. Voilà, ils ont couvert toute la guerre et ils ont terminé il y a 6 mois. Ouais. Toute la guerre, hein. D'accord. Donc c'est assez ouf. Ça permet de surtout soulever des thèmes, des sujets que on nous apprend pas à l'école et voilà. Franchement c'est top. Donc autant vous dire que là je viens de tomber dessus. De ça, quoi. Ouais, j'en ai Ils pour ont fait 150. plus de 1100 vidéos. Ils sont fous. 1100 vidéos que sur la Deuxième Guerre mondiale. Que sur la Seconde Guerre, ouais. Alors après... Tu dois tomber sur des petits événements, des petits trucs bien sympas qui doivent te donner des inspi de ouf, justement, sur des missions, sur des machins à faire jouer. Ouais, complètement. Des fois, la remise en contexte, genre ça se passe en même temps que ça, ou au final, il y a très peu de temps entre ces deux événements. Je pense que ça peut être intéressant aussi à connaître les grands événements de l'histoire, mais de les resituer les uns par rapport aux autres. Des fois, bah oui, parce que bon, on nous a tout sorti à l'école bien comme il faut, mais on n'a pas toujours le contexte ou le tenant et aboutissant. Donc cette chaîne-là, super, incroyable. Je rajouterais aussi, si jamais on parlait de série télé, mais ça me fait penser à ça, il y a la saison 2 de SAS Rogue Heroes qui s'est terminée là. Il devrait être reconduite pour une suite et qui est une série basée sur la formation du commando SAS. Donc on entend vaguement les prémices aussi du commando Kiefer. Il était constitué de combattants français. Et SAS, pour moi, c'est des livres de Gérard de Villiers. C'est possible. Non, c'est même pas possible. J'ai l'image dans la bibliothèque de mes grands-parents, tu vois. Ouais. Voilà. Donc c'est autre chose. Tu parles de autre chose. Ah oui, là, le principe des SAS, c'était on y va, on crame tout, on fait tout péter, on part et on recommence. Donc on a connu énormément ces SAS. Les départs, c'était Afrique du Nord. Christopher Lee qui était SAS. Ouais. Ah ouais. Avant d'être acteur. Ah oui. Ouais. Moi, je me rappelle une anecdote où il avait dit Peter Jackson lui avait dit quel bruit devait faire Saruman quand il se faisait poignarder. Il lui avait dit non, mais vous inquiétez pas, je sais quel bruit fait un homme qui se fait poignarder dans le dos. Oui, c'est génial. La fun fact incroyable. Donc si jamais la période vous intéresse ou pas, par curiosité, ça reste quand même du JDR sur la Seconde Guerre mondiale, il y a de l'inspiré. Une époque incroyable. Ouais. Il s'est passé des choses terribles, mais il y a aussi des actes théoriques qui sont assez fous, quoi. Non, puis c'est comme une période, effectivement, c'est une période terrible, mais c'est hyper inspirant. Ça inspire la fiction en permanence, la pop culture à fond. Donc. Ouais. Essayer de viser les bonnes semaines pour pas se taper les 1100 vidéos, peut-être, mais... C'est clair. Il faut aller petit à petit, je ne sais pas. Ah bah c'est des vidéos de 10 minutes à 20 minutes. Comme Neural Noise, regardez. Voilà. Regardez cette Si tu peux lancer une campagne comme il nous a montré la frise, oui, tu peux te taper les 1100 vidéos. Ouais, c'est ça, ouais. Là, c'est parti pour vraiment faire 4 ans de campagne, voire plus. C'est prévu. C'est très bien. Parfait. C'est bien les campagnes. Jouez des campagnes. Toi, tu aimes les campagnes, Jordi? Ouais. C'est bon les campagnes, mangez-en. Très bien, merci Jordi. Et merci Neural. Merci. Donc, tu as partagé World War II, la chaîne YouTube, tout simplement. À mon tour, moi, je suis fan de podcasts, figurez-vous. J'adore les podcasts et donc j'en écoute plein. Et je suis tombé récemment sur un podcast de France Inter qui s'appelle Naufragé. Et c'est un podcast c'est une sorte de docu-fiction qui raconte des naufrages, tout simplement. Des naufrages tout le temps, des bateaux qui coulent, des gens qui se retrouvent sur des îles désertes, qui doivent survivre. Et en fait, c'est même au-delà de ça, parce qu'il raconte aussi des gens qui sont naufragés en Antarctique, donc qui sont bloqués sur un morceau de banquise à la dérive, comment ils vont survivre. Ou alors, il parle même de Apollo 13 ou certaines expéditions
en plein désert. Donc c'est pas que les bateaux en réalité. Il y a même le crash de Saint-Exupéry dans le Sahara qui est raconté. Ouais. Et c'est vraiment la façon dont c'est fait, c'est génial. C'est hyper immersif. Il y a des sons tout le temps. Il y a une sorte de voix off qui raconte. Donc c'est Daniel Févé, il s'appelle, c'est lui qui écrit et qui narre l'émission en fait. Il raconte des moments et puis c'est entrecoupé de comédiens qui reprennent des phrases. Des phrases qui sont basées sur des journaux de bord, par exemple, qui ont été retrouvés ou des témoignages qui ont été retranscrits. Et ça vient pas de nulle part. Non, c'est hyper sourcé. Et puis il le dit aussi quand il y a évidemment l'histoire est racontée par ceux qui ont survécu. Donc il y a il dit aussi mais il y a des points de contradiction. Enfin c'est très documenté. En fait, j'adore. Puis mais il y a certains épisodes où il prend son temps. C'est sur 2 épisodes, genre les Révoltés du Bounty, qui est une histoire que j'adore. Avec un bateau anglais, enfin les rebelles, je vous fais pas l'histoire, vous irez écouter. Mais si vous aimez ce genre d'histoire de personnes qui survivent, c'est hyper inspirant justement. Moi, j'adore les histoires de survie. Et là, les mecs, ils ont fait des trucs de fou, quoi. Enfin, survivre à un naufrage au XVIIIe siècle, c'était autre chose, quoi. Et puis les mutineries, sur les bounties, justement, ils racontent comment ils se sont installés en fait, les naufragés, comment ils ont forcé des Tahitiennes à s'installer avec eux, à se marier avec elles. Enfin, ils ont recréé des sortes de mini-civilisations sur des îles perdues qui sont pas cartographiées. Il y a plein d'histoires folles comme ça. Ça rentre vachement dans le détail aussi. Et techniquement, c'est super bien fait, quoi. On s'y croirait. Il y a du son tout le temps. Je vous le conseille ardemment, j'ai envie de dire. Voilà, un naufragé sur France Inter. Alors top, ouais. Ah ouais, ça vaut le coup. Ouais. Après, tu deviens un peu fou. Il y a un épisode sur, vous vous rappelez, dans Les Dents de la Mer, il y a le pêcheur Quint, le chasseur de requins, qui raconte qu'il était sur USS Indianapolis, où ils ont passé plusieurs jours avec des requins autour d'eux. Et donc, il y a cette histoire dans le podcast, racontée vraiment par les vrais gens qui y étaient, quoi. Et c'est une histoire de fou. Ils sont tombés à 1000 dans l'eau. Il y en avait plus que 100 à la fin. Waouh. Donc, le deathmatch. La violence. Ils n'ont pas été mangés par les requins. Non, il y a tous n'ont pas été mangés par les requins, mais il y en a qui sont partis de leur côté. Il y a plein d'histoires aussi. Généralement, dans le naufrage, logiquement, tu restes pas tous ensemble. Donc, il y a des gars qui dérivent sur des centaines de kilomètres, qui se retrouvent à vivre des histoires sur des îles parallèles. Moi, c'est passionnant. Voilà. Parfait pour Castaway 2, quoi. Parfait pour Castaway 2, pour Lost 2, pour tout ce que vous voulez. J'adore. Légère fixette sur les îles perdues. Ouais, j'ai clairement envie. Il a besoin de vacances. Ouais, j'ai découvert aussi l'expédition Shackleton. Donc c'est ces gens perdus sur la banquise. C'est incroyable, quoi, cette histoire. Les gars ont vécu pendant 6 mois sur la banquise, dans des tentes, avec des orques qui sortent de la banquise, qui les défoncent, avec cette peur au ventre tout le temps, quoi. Tu sais pas si d'un coup il y a pas un orque qui va défoncer la banquise et pensant que t'es un phoque et te bouffer, quoi. Les gars racontent cette histoire. Si tu peux, regarde la série The Terror. Ouais. Ah oui, la série The Terror. Ouais. Ah ouais, c'est le livre plutôt de Dan Simmons, mais la série aussi. Et ça parle de ça aussi. Bah, qui est basé sur une histoire vraie, pour le coup. Ouais. Alors le livre de Dan Simmons, c'est part un peu sur le fantastique, vite fait. Il y a, dans la série, il y a enfin, c'est pas vraiment une touche, mais tu te demandes, quoi. C'est des trucs où tu vois pas à l'image. Tu sais pas si c'est genre un ours ou une créature bizarre. En tout cas, ça devrait certainement te plaire. Un thème. Ah, The Terror, incroyable. Carrément. Là, ce que j'aime beaucoup sur le naufragé, c'est que c'est aussi réaliste. C'est que des histoires réalistes. C'est le vrai monde, déjà, c'est une horreur, quoi, en fait. Là, oui. Quand c'est pas préparé, quoi. Écoute pas ça le matin avant de bosser, quoi. J'écoute ça matin et soir en ce moment. Oh, en fait. On va appeler la police. Hein. Il y a l'histoire de Saint-Exupéry aussi, qui ça lui inspire Le Petit Prince. Il pense voir un fennec dans le désert, mais on sait pas si c'est une illusion. Il y a plein d'anecdotes comme ça, on apprend plein de choses. Voilà. Excellent podcast. J'ai trop parlé. On passe à la suite. Merci pour le partage. C'est la rubrique TDCD. Vous écouterez et vous regarderez ça quand vous serez mort. On passe à la rubrique, ma rubrique préférée personnellement. C'est la rubrique de la Bisou Academy. Et Tingal à la On va commencer par le giveaway de Gulix qui nous offre gentiment Public Access. Donc si vous êtes encore sur le chat, si vous n'êtes pas endormi à cette heure tardive, il y aura un tirage au sort. Donc on a dit que faut mettre hashtag Public Access, d'accord?
Si vous écrivez ça dans le chat, vous êtes pris en compte par Plouf Plouf. C'est un magnifique site. Par le bot. Par le bot Plouf Plouf, c'est qui Par c'est le neural bot. Le neural ou c'est Riley Bot? Ça va être le Riley Bot. Je peux écrire au fur et à mesure. Hein. S'il y a personne qui participe parce qu'il est trop tard, on fera gagner sur les réseaux sociaux au pire. C'est une solution. Oui, C'est même mieux, mais il y aura peut-être sûrement plus de participants. pour la rediff, si tu veux. Ouais, le truc que j'ai peur, c'est que la moitié des gens sur le chat, ils ont déjà le jeu, en fait. C'est pas impossible. Ça y en a un. Spider Bro, quel escroc, quoi. Et si t'es tout seul, tu peux pas gagner. Ah, 2D6 plus cool. Eh, mais c'est du coup, faut mettre le hashtag. Oui, hashtag public access, Volsugo. Ils sont au moins 2, à partir de 2, il y a tirage au sort. Je Riley Bot, je lance. Ah, on fait les bisous avant, quand même ou... Bah oui, pendant ce temps-là. Hein. Bah oui, pendant qu'ils font le truc, bah oui, avec vous. bah oui. Vas-y, Jordi, tu veux faire des bisous à qui? Alors, j'ai 3 bisous à faire. Bisous à mon père, qui, un jour, alors que j'avais 5-6 ans, est revenu de je ne sais où, avec une boîte bizarre, toute noire, avec un œil noir dessus. Et c'était notre premier jeu de rôle avec à moi et mon frangin. Mon frangin qui avait 4 ans de plus que moi, un petit peu plus à même de lire ça. Et donc voilà, il nous a ramené ça. Il savait pas lui-même ce que c'était vraiment. Mais je sais pas, ça lui avait tapé dans l'œil et il nous a offert ça. Et du coup, on a lu, on n'a rien compris. Enfin, mon frangin, moi je lisais pas. Mon frangin a rien compris et il a compris plus tard comment ça fonctionnait. On a commencé à jouer tous les deux, quoi, plus tard. Et donc bisous à eux deux, du coup, mon père pour nous avoir offert ça et mon frère pour l'avoir lu et m'avoir fait partager et fait débuter cette passion. C'est un petit peu émouvant ce que tu me dis. Je ne vais pas faire verser des larmes. Mon père, mon frère et ma femme. C'est ça le dernier gros bisou? Ma femme, bah oui, ma femme pour accepter. Non, j'en ai 4 du coup. Il y a ma femme pour avoir pour accepter. J'ai pas 4 la révélation. Ne lancez pas des rumeurs. Au secours. Non, ma femme pour accepter ma passion parce que c'est quand même assez. Les 6 parties par semaine. Dévorant. Enfin, je fais partie des gens de la JDR Academy. Je pense qu'ils jouent beaucoup. Je ne joue pas que sur la JDR Academy en plus. Bref. Et donc c'est bien d'avoir quelqu'un qui accepte ça. Pas toujours facile. Et puis un dernier bisou très rapide à tous ceux qui ont aimé et envoyé des messages après le libreté qu'on a envoyé. C'était très boostant. Oui. Ça fait vraiment un super kiff de voir que ça plaisait. Donc c'est cool. J'ai dit à ma compagne de l'écouter justement. Je dis faut l'écouter celui-ci. Toi aussi tu veux faire un gros bisou à ta femme, Doral? J'y ai pensé, et elle me dit non, t'emmerdes pas. Donc coup, je vais attendre d'avoir sorti l'AP Electric State, comme ça je pourrais le lui faire. Non, moi je vais enchaîner sur un gros bisou à Pierre-Philippe de la chaîne Coup Critique, Pierre-Philippe Renaud, nos amis du Québec qui, on espère terminer la partie qu'on a en cours avec lui, hein, on y croit. Ça dure. Ouais, mais qui est quelqu'un de tout à fait adorable. Il page d'idées, donc. Ben ouais, c'est une campagne, voilà. Donc non, c'est quelqu'un qui est très adorable, qui est beaucoup dans la com et tout. On échange en privé sur plein de sujets. C'est hyper top. Il partage énormément. Donc voilà, merci à lui pour tous ces échanges et pour les futurs à venir. Moi, j'enchaîne avec un gros bisou à tous les fans de Buffy. Figurez-vous que j'ai rencontré les acteurs de Buffy, une fois de plus, dans une convention dédiée. C'est cool. Et il y a même des gens qui m'ont dit JDR Academy, c'est cool. Donc, il y a aussi des fans de Buffy qui écoutent la JDR Academy. Donc, je leur fais des gros bisous. Ça fait plaisir. Et bientôt le reboot. Et bientôt le reboot. On en parlera dans le podcast Pourquoi Buffy, c'est génial. Je vous invite à l'écouter. On était en live hier, justement. Et il y a le podcast sortira demain sur le flux de Pourquoi Buffy. Et si, je voulais vous dire, c'est très important, ça. Je sais pas si vous avez eu ma photo, mais j'ai rencontré Riley, l'acteur qui faisait Riley dans Buffy. Ouais, tu l'as pas offert un truc? J'ai pas vu ça. On lui a offert un Lego. Parce que le mec, Marc Bucasse, donc, il en a marre d'être acteur, il préfère être fermier. Donc, en fait, lui, son plaisir, c'est d'être avec ses enfants dans sa ferme et faire des conventions Buffy pour gagner un peu de sous. Il bien plaisir, ce Marc Bucasse. Parfait. En fait, ça prend plusieurs fois que je le vois, mais on a eu l'occasion de parler plus longuement, donc c'était super chouette. Donc tu lui as avoué que ton pseudo internet était classique personnage. Bien sûr, il croyait que je me foutais de sa gueule au début, parce que Riley, c'est un personnage qui n'est pas très populaire au sein des fans de Buffy. Yeah. Et en fait, si, il se rend compte que les gens l'aiment et tout. Enfin, excellent. Un mec que j'espère qu'il écoutera ce podcast un jour. Ça m'étonnerait, mais bon. Gros bisous, Marc, si tu m'écoutes. Et toi, Gulix, est-ce que tu veux faire des gros bisous?
Ouais, ben, un gros bisou, un peu comme Jordi, à ma femme, pour les soirées à écrire, à traduire, à mettre en page, à faire du jeu de rôle, à discuter avec des gens de jeu de rôle, à partir des grandes conventions le week-end. Voilà. C'est Ah oui, ça prend beaucoup de plus temps. facile quand, ouais, elle est pas du tout jeu de rôle. Elle en a jamais fait, ça l'intéresse pas du tout, mais, Ah oui, d'accord. non, elle me laisse vivre cette passion. Et un autre gros bisou à tous les curieux que je croise sur une table, que ce soit en ligne ou en vrai. Voilà, je joue à des jeux de rôle qui sortent un peu de l'ordinaire. Et j'ai aucun problème à savoir que tout ne correspond pas à tout le monde, hein, et tous les goûts sont la nature. Mais il y a des gens curieux qui testent au moins une fois pour voir que ça leur plaise ou pas, mais ouais, qui gardent cet esprit de curiosité. Pour moi, le drôle, c'est ça, c'est la curiosité. J'adore les gens curieux. En top ceux qui regardent à travers mes rideaux, mais voilà. Surtout quand ils ont des chapeaux de cow-boy. Ouais, voilà, des grands chapeaux de cowboy ou. D'accord. Je sais pas de quoi vous parlez, mais ça Mais dans Public Access, si vous regardez par la fenêtre, ouais, je vois. Ah, Et un gros bisou à tous les curieux, parce que c'est important d'être curieux dans le monde dans lequel on vit, s'intéresser aux autres. c'est clair. Ce qui se passe ailleurs. Merci. On arrive à la fin de cette émission. Enfin, ça a été évidemment très long, 2 heures comme prévu. Ah si, voilà, plateforme de podcast. Vous pouvez nous retrouver partout sur les plateformes de podcast habituelles, Apple Podcast. Figurez-vous qu'on est 5e en France sur la catégorie jeux sur Apple. Oui, c'est quand même exceptionnel. On est juste derrière Rollis TV. On est en passe de les dépasser bientôt, je pense. On y croit. On y croit. Il y a aussi sur Deezer, Spotify, Podcast Addict, Pocket Cast. Vous utilisez des trucs différents, vous, il me semble, en plus. Podcast Addict, ouais. Ouais, moi je suis sur Podcast Addict. Il paraît que c'est bien. C'est sur Android, en fait, c'est pour ça. J'utilise pas ça. Ouais, j'écoute tous mes podcasts avec mon téléphone. Oui, normal. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube, au Twitch et suivez-nous sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Blue Sky, Mastodon, Instagram. Et rejoignez-nous sur le Discord, il y a beaucoup de monde. Il y a des parties tout le temps, ça fait plaisir. Tout n'est pas diffusé, évidemment, il y a des centaines de montages en cours. Des milliers de montages en cours. Hein. Soyez présents sur les lives, on essaye de faire de plus en plus de lives. Petit à petit, il y a de plus en plus de monde. Ça fait plaisir. On fait Radio Campus une fois par mois et il y a aussi toutes les 2 semaines Unknown Armies. Il y aura sûrement des nouvelles choses bientôt. Ça se développe. On a également un Patreon si vous voulez nous soutenir. Il n'y a pas de contrepartie, mais c'est juste si vous voulez aider la JDR Academy à grandir et se développer, n'hésitez pas. Et je crois que j'ai tout fait. J'ai plus de voix. C'est propre. Je suis au bout. On a besoin de vous. Partagez. Merci d'avoir été présent sur le live ce soir, ça fait plaisir. Merci à tous. Merci pour ton temps, Gulix. Merci Gulix d'avoir Merci été à vous. présent. La prochaine fois, tu reviens en tant que membre et puis en tant qu'invité. Tu prendras la place de Jordi qui commence à être un peu sénile, là, qui se contredit en permanence. C'est pas du jeu de rôle. D'accord, merci Jordi. Ce sera le nom de l'épisode. C'est pas une Voilà. Puis, au plaisir de croiser les membres de la JDR Academy ici ou là. Ah bah oui. On se reverra. Ouais, Ouais. C'est clair. En vrai. On a la Loire qui nous sépare, Neural et moi. C'est vrai. La Loire, c'est large. C'est compliqué. Ouais, mais il peut m'attirer, il est dans le vignoble, du coup. Il faut trouver des ponts, quoi. Ah oui. Tu es faible, Neural. Il t'en faut peu pour être attiré. Il est beau, le biscadet du 44. D'accord. Merci de nous avoir écoutés. Merci, messieurs. Et on se retrouve très bientôt. Merci. La bonne soirée. Salut. Ciao. Bye. Ciao.